Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette soirée du lundi 13 mars. Oui, voilà, on va essayer de mettre les choses au point, hein. On va pas prôner la puissance des nains. Je sens que ça va être une guerre de la barbe cette soirée. Ouais, ça va être assez vénère. Défendre quelqu'un ce soir va être difficile, par contre, admettre que c'est de la faute de Malekith, aucun problème. Bon, on va commencer avec ça, mon cher Chogoris. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir. C'est parce qu'en comparé à l'amitié de Malekith avec le Rwanda. Mais justement, Fabien, on va essayer de tout te représenter, d'accord? Si vous ne connaissez pas ce grand moment de l'histoire de Warhammer, qui est la guerre de la vengeance, la guerre de la barbe, je vais vous donner un petit contexte, etc. Et derrière, après, on va essayer de détailler un petit peu ce qui s'est passé. Alors, ça sera compliqué de tout vous détailler, bien sûr, hein, mais on essaiera de faire au mieux. Voilà, j'ai bossé un petit peu toute ma matinée là-dessus, de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais vous dire. Je suis dans aucun camp, je suis juste un impérial qui est là et qui a dit, qui dit aux deux, non mais vous allez arrêter. Le chaos est là. Oui, oui, non mais voilà, Artaros, que veux-tu? Ce sont les vieilles inimitiés. Les hauts elfes ou les pecnos pourris. Voilà, salut Grimzag, bonsoir. Et salut Jean-Lama aussi, bonsoir à toi. Diplomatiquement, c'est ça les impériaux. Ah oui, mais Artaros, c'est ça, c'est ça. Hein. Mais ça, c'est bien. À cette époque-là, les impériaux, les humains de base, n'ont même pas assez de puissance politique pour dire ça à quel qu'il soit. Je vais vous présenter le contexte de tout ce grand moment de l'histoire qui a fait quand même mettre à genoux les deux plus puissantes factions de l'époque. Je suis un homme lézard, je vous jure, je me préoccupe du chaos. C'est bien, Fabien, il en faut certains qui le pensent. C'est compliqué, Battle. Est-ce qu'il existe des petits formats? Tout à fait, Fabien, tout à fait, tout à fait. Pour ma part, j'adore faire des initiations, par exemple, à 1000 points. 1000 points, c'est une petite game, t'as 3 régiments sur la table, avec un héros, et t'as toujours de quoi apprendre et faire un super bon scénario à 1000 points. Tu peux même jouer en 800 points avec certaines armées, pas avec toutes, mais avec certaines armées. Tu peux te faire des trucs super sympas. Super chaud, je suis en train de me finir le dernier livre de la trilogie de la guerre de la vengeance des Warhammer Chronicles. Ah, bien, Ragnar, bien même. Alors, sur quoi je me suis basé pour ce soir? Sur quoi je me suis basé pour vous donner un petit peu de lore Nick les elfes, Gurknek. Sur quoi je me suis basé? Sur un lore qui dure presque 400 ans quand même. Sur une guerre qui dure 4 siècles. Qui est mentionnée dans quasiment... Franchement, dans quasiment tous les livres d'armée. Je suis pas sûr qu'ils soient mentionnés dans les démons, qu'ils soient mentionnés dans les guerriers du chaos, qu'ils soient mentionnés dans les peaux vertes. Bon, peut-être même dans les peaux vertes, je pense. Mais il n'y a que quelques-uns qui n'en parlent pas de ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est un énorme moment historique dans le monde de Warhammer. En fait, c'est juste avant les grandes invasions peaux vertes. Avant les guerres gobelines, etc. Donc, on va essayer d'abord de se mettre un petit... 1000 points d'Elfe Noir avec Malekith. Alors oui, tu poses une figurine, Fabien. Je pose Malekith, voilà. En gros, je me suis basé sur 3 choses. Je me suis basé sur les livres d'armée, comme d'habitude. Les livres d'armée des hauts elfes et des nains. J'ai choisi bien sûr les deux côtés, hein, pour pas que ça commence à ronchonner d'un côté ou de l'autre. Donc je me suis basé sur le livre d'armée des nains et le livre d'armée des hauts elfes. Je me suis également basé sur le livre de campagne V6 de la guerre de la barbe, celui dont on s'était inspiré pour lancer la campagne qu'on n'a jamais pu finir malheureusement pour la chaîne. Donc avec les héros légendaires, comme tu viens de mentionner, Morgrim, hein, bien entendu, Ragnar, dont je vais vous parler un petit peu. Et également, je me suis basé, merci à Graou, je me suis basé sur le véritable livre des rancunes. Vous savez qu'il y a un livre des rancunes qui a été publié par Games Workshop, où tu as un petit peu tout ce qui s'est passé du point de vue des nains. Par contre, ce n'est que du point de vue des nains. Et justement, j'ai justement basé un petit peu aussi de lore là-dessus, pour vous parler surtout des batailles, plus en détail. Il est très compliqué de parler, d'essayer de vous faire une trame, comme je vous l'ai déjà fait, en fait, un dessus des cartes. Il est extrêmement compliqué de vous faire ça sur une échelle de 400 ans, sur un continent entier. C'était impossible pour moi. Donc, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous présenter un petit peu le contexte, comment les nains et les hauts elfes en sont arrivés là,
quelles étaient leurs puissances à ce moment-là, comment étaient composées leurs armées, si jamais bien sûr voulez-vous faire des guerres de la barbe ou des guerres de la vengeance en termes de scénario, qu'est-ce que vous pouvez pas mettre, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table, et un petit peu les grandes batailles qui se sont passées, les héros légendaires, hein, qui y avait littéralement des héros légendaires à ce moment-là, et derrière, un petit peu, quelles sont aussi les retombées de tout ce qui s'est passé. Donc je suis pas sûr d'avoir le temps de vous faire tout ça en une soirée, surtout que vu que je vous ai parlé d'un orage qui est en ce moment, voilà. Non, on continuera mercredi. Hein. Les nains étaient pépères et les elfes ont chié dans la colle. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, je vais être un peu l'avocat du diable. Si ça coupe, fais alt, C4. Ça lui fait rire. Je vais être un peu l'avocat du diable, ça. Parce qu'il y a beaucoup trop de nains dans ce chat. Alors déjà, regardez, on est 60 personnes. Déjà, ce qu'on va faire... Voilà, là, c'est pas positif. Ce qu'on va faire déjà... Dans quel team vous êtes? Voilà, et vous allez voter... Voilà, vous allez voter dans quel team vous êtes là, vous, ceux qui suivez ce chat, ceux qui suivez cette soirée. Combien vous êtes là? Vous êtes 65 personnes. Je veux vraiment, là je vais cliquer sur le lancement du sondage, vous ouvrez votre chat, en haut de votre chat vous avez un truc à remplir, c'est juste à cliquer, il n'y a rien de payant, il n'y a rien du tout. Répondez à cette question. Ce soir, vous êtes pour qui? Quel team vous êtes? Qu'est-ce que dans le lore, pour qui vous dites... Moi, je trouve que eux, ils avaient plus raison que les autres. Donc, allez-y, mettez-moi ça sur le chat. Je veux savoir à quelle gamme à quel pourcentage en fait vous êtes plutôt pro nain ou pro haut elfe ce soir. Les elfes sont cool, mais décidément du côté des nains dans cette histoire. Tout le monde a chié dans la colle. On va essayer vraiment de donner tous les points de vue. Vraiment, on va essayer de donner tous les points de vue. J'aime ni l'un ni l'autre. Bah, voilà, essaye de faire un choix. Si vous ne connaissez pas ce lore, on va en parler. Sérieusement, il y a un doute sur qui a déclenché la guerre. Oui, Ragnar, mais je vais vous en parler. Vraiment, je vais vous en parler. On ne peut pas être neutre. Non, MTech. Si tu veux être neutre, tu ne votes pas. Si vous voulez être neutre, ne votez pas. Regarde le résultat. Ok, à 68% de votants, vous êtes pour les nains. C'est une honte. C'est une honte. Ah là là là. Salut Noran, bonsoir. Et d'ailleurs, merci pour ton follow tout à l'heure. Pardon, j'ai oublié de le préciser. Merci Noran. Donc, rien de plus normal. Les nains, vraiment. Ouais, mais j'avoue, quoi. Team Web juste pour embêter Grumpy. C'est bien, lui, il faut un peu l'embêter, Grumpy, même s'il est gentil. Et merci, Lord of Fenris. Merci beaucoup pour le 5e mois de ça. Merci beaucoup. Merci de ton soutien. Et bonsoir, Lord of Fenris aussi. Bonsoir. Donc, alors, Barbu Forever de Grob la France. Oui, bien sûr, vous êtes tous tellement simples. Alors, ce soir, et honneur. merci beaucoup Mr. Hyde, merci beaucoup aussi pour ton 2e mois de sub, merci beaucoup, merci énormément, c'est très gentil de ta part. Donc, déjà, alors, oui, j'ai noté la guerre de la barbe. Et merci Eddy pour les 5 subs. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous avez lancé un train de live, merci beaucoup. Allez-y, lâchez-vous. On en a besoin, pitié. Un bon elfe est un elfe mort, voilà. Vous pouvez vous faire plaisir, les anti-elfes, mais vous saurez que vous-même, les nains, vous êtes allés trop loin. Voilà, vous êtes allés trop loin. Alors, déjà, mettons-nous un peu dans le contexte, d'accord? Je vais essayer un peu de vous expliquer déjà avant le déclenchement de la guerre. J'en ai déjà parlé un petit peu en parlant des elfes sylvains il n'y a pas très longtemps, mais on va essayer de bien mettre à plat déjà ce qu'il y a à préciser. Alors, commençons déjà par la race des nains. Clac. Serment et honneur. Et merci beaucoup Malus, merci beaucoup pour le sub offert, merci énormément de ton soutien aussi, merci beaucoup. Des préférences aux elfes et Sylvain, pas touche aux elfes noirs. Ah voilà, tout de suite. Et en plus, c'est Team Elfe Noir derrière. Et salut Farius aussi, bonsoir. Alors, les nains, avant
la guerre de la... Vous vous rendez compte, hein, j'ai même pas fait 10 minutes de digression. Ça doit vous donner une idée de ce qu'il y a à dire pour ce soir. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc, les nains de l'époque avant la guerre de la vengeance. À quoi ils ressemblent à cette époque? Qui sont les nains de cette époque-là? Les nains de cette époque, ils sont dirigés par le roi Gautrek. Oui, je sais, hein, vous connaissez un autre Gautrek, mais c'est pas le même. Serment et D'accord? honneur. Et merci Phobos, merci beaucoup pour ton sub aussi. Allez-y pour le train de live, merci beaucoup. Les nains de cette époque sont des nains qui ont connu, parfois personnellement, une énorme survie. D'accord? Alors, très peu ont survécu depuis l'avènement du chaos. D'accord? Les nains de cette époque sont très très connus pour avoir terminé, entre guillemets, leur grande citadelle. D'accord? Donc, Karazakarak est la capitale. D'accord? La capitale est bien à Karazakarak. Beaucoup me disent non mais c'est Karakovipik, etc. Alors Karakovipik est terminé et Karakovipik est un florilège de technologie, de beauté, de tout ce que pouvaient faire les nains au maximum de leur capacité à cette époque. Karakovipik est donc encore aux nains, on est bien d'accord. Il possède Karakadrin, Zuvbar et il possède encore beaucoup d'autres territoires en plus. Donc pour vous donner 2-3 noms qui sont encore aux nains à ce moment-là, vous avez Karak Ungor, vous avez Karakadrin, Zuvbar, Karakvarn, Karakovipik bien sûr, Barakvar, Karak Asgul, Krakadrak qui est encore là, et donc la capitale est Karaz à Karak. Donc ça, c'est l'Empire des Nains, c'est-à-dire que c'est l'Empire des Nains du côté intérieur des montagnes du bord du monde. J'ai peut-être une carte à vous montrer, j'ai pas fait la carte générique, mais bon, c'est pas très grave. Je vais en trouver une vite fait. Encore une fois, j'ai pas la carte générique, je devrais la mettre à chacun de mes streams, cette carte générique. Ekrund de Soupir. Ekrund est encore aux nains hein, à ce moment-là. Ekrund d'ailleurs c'est le nom c'est le nom que les peaux vertes ont donné à cet endroit. Attendez, je vais vous trouver ça vite fait, excusez-moi. Pour essayer de vous représenter à ceux qui ne connaissent pas assez l'or en fait tout simplement. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Donc les citadelles des nains, alors voilà la carte encore une fois, et les citadelles des nains elles sont plutôt concentrées ici. Voilà à peu près la ligne, vous voyez, hein, je s'appelle Krut, c'est ça. Voilà la ligne à peu près jusqu'à celle-ci. Il y a une espèce de grand C un peu aplati ou une espèce de point d'interrogation, voilà, qui démarre à Krakadrak avec Karakdoum et derrière qui descend à peu près jusqu'à Karakazul. Voilà. Donc ça va à peu près jusqu'ici. Karakazul qui est ici. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup qui sont recensés au sud hein, à cette période de l'histoire, mais les nains ont des énormes citadelles partout. C'est une carte de Mordor. Tu nous mens! C'est faux. On a déjà sans trop de nouvelles de Karakzorn. Oui, hein, Karakzorn et Karakdoum sont déjà sans trop de nouvelles à l'époque, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà à quoi ressemble la taille de l'Empire des Nains à cette époque. Donc l'Empire des Nains est colossal, hein. Il est déjà très important. Ils ont les plus grandes cités jamais construites. D'accord, salut Restinbit, bonsoir à toi. Je savais pas qu'il y avait du nain à une époque voisin au nord. Ah, elle y est techniquement jusqu'à très récemment dans le lore. Hein. N'hésitez pas encore pour les 20 dernières secondes du train de live, n'hésitez pas. En fait, Krakadrak est tombé juste avant l'attaque d'Astavarkul. Donc très peu de temps dans le lore, dans les années 2000 à peu près. Ça veut dire quoi, Karak? Ça veut dire montagne. En gros, c'est foyer et montagne à la fois, Karak. Donc, les nains possèdent des citadelles intégrales très bien organisées, absolument magnifiques et d'une puissance colossale. Ils ont également un savoir-faire qui est incroyable, bien entendu. Ils ont déjà le savoir-faire des runes. Ils ont même, à cette époque, avant même le début de la guerre de la vengeance, ils ont à cette époque déjà une science des runes qui est encore plus puissante que l'époque contemporaine. Ils ont déjà, attention, perdu déjà quelques secrets hein, de runes ancestrales parce qu'ils ont connu l'avènement du chaos. Ils savent qui sont leurs ennemis et leurs ennemis de cette époque, c'est vraiment les corruptions du chaos. Les démons, les cultistes, parce qu'il y a déjà des humains qui s'étaient ralliés aux dieux sombres, les hommes bêtes, et c'est tout. Voilà les ennemis des nains à cette époque, véritablement. Le reste... Les peaux vertes ne sont même pas encore véritablement bien réveillés, ils sont plutôt concentrés sur le côté est et la Bjartied. Oui, c'est vrai, Noran, et la Bjartied.
Et les Skaven ne sont même pas encore nés véritablement. Enfin, en tout cas, ils sont encore très bien cachés. Est-ce que les nains du chaos le sont? Les nains du chaos sont déjà techniquement en train d'être nés parce qu'ils sont déjà séparés de leur monde natal, de leur race natale. Et bonsoir Mappa, et merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup de ton soutien. Très généreux de ta part. Le seul truc que vous connaissez des nains que les nains n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas la poudre noire. À cette époque du lore. Avant même le début de la guerre de la vengeance, il n'y a pas de poudre à canon chez les nains. Ils n'ont donc pas d'arquebuse, ils n'ont pas de canon, ils n'ont pas de canon orgue et ils n'ont pas non plus de gyrocoptère. Ils n'ont rien de volant. Et merci Pépito, merci beaucoup pour le follow, merci beaucoup à toi. Donc ce sont des nains qui sont concentrés sur des armées à balistes, des armées à catapultes, des armées de corps à corps et d'arbalètes, bien évidemment. Elle sort d'où? De Grand Catet? De quoi? La poudre noire? Alors la poudre noire serait aussi... on n'a pas d'origine story de la poudre noire, mais on sait que la poudre noire, elle était déjà utilisée par les Catéiens avant les nains. Donc chez les nains. Voilà, donc ce sont des vrais nains, comme dirait Fenrir. En gros, les nains de cette époque, ils avaient par contre des choses que vous connaissez. Ils avaient les pierres de serment, ils avaient bien sûr le trône de pouvoir que Thorgrim a à l'époque contemporaine de Karl Franz. Ils ont tout ça. Ils ont les mecs qui combattent depuis le haut des boucliers, ils ont les brise-fer, ils ont les marteliers, ils ont les arbalétriers, ils ont les guerriers nains, les longues barbes, ils ont bien sûr les tueurs qui sont là depuis Grimnir. Ils ne disposent pas des drakes de fer par contre, et de quasiment toutes leurs unités rares, ils n'en disposent pas. Par contre, chose qui est un tout petit peu différent de celle qu'on peut reconnaître dans le monde de Warhammer contemporain de Karl Franz, etc., c'est qu'ils ont quasiment dans chaque citadelle, donc dans chacune des citadelles qui portent le nom de Karak, on va dire, ils ont quasiment tous une enclume du destin. Ils ont une connaissance des runes qui est gigantesque, encore comparée à celle qu'ils ont, à l'époque contemporaine de Karl Franz. Ils ont même des runes qui sont capables d'arrêter toute forme de magie. C'est-à-dire qu'ils ont des runes, en termes de jeu gameplay battle, ils ont des runes qui sont capables même d'arrêter des pouvoirs irrésistibles. Voilà. Alors, pour ceux qui jouent au jeu de plateau, quand tu fais un double 6, tu jettes un pouvoir qui est inarrêtable. Tu ne peux pas le contrer ou quoi que ce soit. Tu te prends des dégâts dans la gueule en retour, mais ton pouvoir ne pourra pas être contré par l'adversaire. À cette époque, les nains en sont capables. Les nains en sont capables parce qu'ils ont vraiment... Je dissipe. C'est ça qui est marre. C'est ça. Ils sont vénères. Voilà. Et surtout, ils ont la science d'avoir assez de seigneurs forgerines pour avoir des seigneurs forgerines avec des enclumes du destin. Les premiers canons ont été utilisés à la naissance de l'Empire. Juste un peu avant, Valerius, parce que les nains comprennent que le canon est super utile et qu'il est accepté dans les folklore nains et dans le tronc nain, parce que c'était une arme... prototype à l'époque, avant l'Empire des Nains, je crois, mais quand il décapite un seigneur orc, allait tuer un roi nain. Donc les anciens nains, ouais, plutôt Mika, ouais. La rune du doigt d'honneur, c'est ça. Combien de parchemins d'initiation? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà un petit peu la puissance des nains. Voilà la puissance qu'avaient les nains à cette époque-là. Dernière chose, les nains, vu qu'ils ont énormément de science, que les humains sont encore à leur balbutiement, l'Empire est très loin d'être unifié. On est 2000 ans avant que l'Empire ne connaisse Sigmar. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vieux dans le lore, c'est-à-dire par rapport à Karl Franz, c'est donc 4500 ans avant que Karl Franz et l'époque contemporaine soient connus. Et tout simplement, les nains commercent avec l'autre grand peuple qu'ils ont rencontré. Bonsoir les Unel. Ils commercent et ils sont même alliés, alliés depuis des siècles avec l'autre peuple qui les a aidés des années durant, des centaines d'années durant, à combattre l'incursion du chaos. Ils ont même Gotrek, leur grand haut roi, qui est ami avec l'ambassadeur de ce peuple. Et ce peuple-là, eh bien... Et bonsoir Planet Wargame, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir à tous. On en était l'explication du contexte. Merci à tous. Et bonsoir. Grand sujet ce soir. Merci beaucoup. Ascarus, merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à toi. Donc. Oh putain, il va y avoir du monde. Bonsoir Aurelius. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que ça s'est bien passé votre stream. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller follow, bien sûr. Planet Wargame, des grands défenseurs du lore, bien évidemment de 40K. Et on leur en remercie
tout ce qu'il nous propose. Salut Yezuna. J'ai manqué beaucoup? Non, tout va bien. Tout va bien. On vient de commencer, je viens de présenter les nains de l'époque, tout simplement. Et bonsoir Demos aussi, bonsoir à toi. Ah non, putain, je viens de fermer mon dossier, au secours. J'en veux plus. Là, voilà, j'y suis. Et donc, les nains de cette époque, n'ayant pas la poudre, poudre à canon, mais se développant exactement comme il faut, quid du méta-esthétisme de cet artwork, mes chers Zazou? Eh bien, c'est un des plus beaux artworks des nains, c'est pour ça que je l'ai vu. Parce que ça trouve en plus que je trouve que ça représente tout à fait bien les nains de l'époque. Avec ses grandes ailes sur les casques et tout. Comme ceux qui ont connu les nains, les anciens nains. Par exemple, ça, c'était, je crois, l'image du livre d'armée des nains de la V6, je crois. Et merci encore, Edenaris, pour les 5 subs offerts à la commu. Merci énormément. Merci beaucoup. C'est Elric un peu. Oui, alors il devrait être sur un bouclier, si vous voulez, Elric. Peut-être pour le mariage. Merci beaucoup, Edenaris, c'est gentil. Serment V5 et même. honneur. D'accord, merci Tom. Et merci Valerius aussi pour le 25e mois de sub. C'est vrai que ça fait un moment. T'as 25 mois, tu te rends compte? Incroyable. Et donc, je continue un petit peu parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Les alliés des nains, depuis des siècles, les alliés des nains avant cette fameuse guerre de la barbe, eh bien c'est un seul et même peuple. Et ce même peuple, bien sûr, c'est ceux qui ont le plus la classe, ceux qui sont absolument magnifiques, ceux qui sont bien au-dessus de ces êtres païens que sont les nains. Non, je déconne, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Calmez-vous, les anti-elfes. Les orques. Non, non, c'est pas les orques. Ce sont les elfes. Alors, je précise tout de suite que les alliés des nains à cette époque, à l'époque où ils ont repoussé le chaos, ce sont bien les elfes, quels qu'ils soient. Le meilleur ami de Gotrek, le haut roi des nains de l'époque, son meilleur ami, c'est l'ambassadeur des elfes, et c'est Malekith. C'est le fils d'Aenarion, qui, à ce moment-là, est un voyageur, quelqu'un qui maîtrise énormément la diplomatie, le commerce, etc. Il est le digne fils de son père. Il est déjà soumis à sa mère, mais ça c'est toute une autre histoire. Et donc les elfes, par contre, juste avant la guerre de la barbe, voilà des années qu'ils n'ont plus de contact avec les nains. Depuis des années, en fait, depuis à peu près une 30 à 40aine d'années, les nains n'ont plus de nouvelles de leurs potes. Leurs partenaires commerciaux, leurs alliés d'antan, ne donnent plus vraiment de nouvelles. Certes, les colons qui sont posés sur les cités qui existent à cette époque, les cités aux elfes les plus connues, enfin les cités elfes, pardon, les plus connues à cette époque, celles qui sont fondées par les colons au moment du grand âge d'or de Belcoradis, donc qui est le roi Félix qui dirige Malekith à cette époque, qui a duré 1670 ans son règne à Belcoradis. Donc 1670 ans, c'est l'âge de Malekith, hein. Et là, il est déjà né, donc il est vieux, le gars, hein, déjà. Et bien, tout simplement, les elfes ont fondé des colonies absolument partout dans le Vieux Monde, et même ailleurs. Ils sont à Sartosa, pour vous donner autre part que le Vieux Monde. Donc, je ressors ma carte. Tac. Donc, les OL sont implantés à Sartosa. Ils sont implantés à ce qui va devenir... Alors, je vous donne les noms modernes, entre guillemets, mais ce sont anciennement des cités elfiques. Ils sont à Bilbali, ils sont à Bordolo, ils sont à Marienbourg, ils sont même à Nuln, ils sont à divers endroits. Alors, je vais vous redire parce que j'ai mes notes. Donc, ils sont à la cité de Betschafen, qui deviendra Betschafen, Wurdbad, pardon, Averheim, Wolfenburg, Ergig... non, pardon, ça, putain, non, c'est pas ça. Ils sont à Marienbourg, à Talabheim, à Nuln, à Paravon, et la capitale, c'est Languille, ce qui deviendra Languille. En gros, ils sont à cet endroit qui s'appelle à l'époque Tor Alessi. Alors, je crois bien que je ne me trompe. J'avais fait une carte. J'avais pas fait une carte des... Ah zut, j'avais pensé que je vous avais préparé une petite carte des comptoirs aux elfes qu'il y avait avant. Ah, je sais plus où c'est, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Les humains font de la proposition culturelle, littéralement, hein, littéralement. Les humains ont construit leur cité par-dessus les cités elfiques qui avaient été détruites justement pendant la guerre de la barbe. Donc, en gros, pour vous simplifier l'idée, les côtes et des grandes villes humaines qui viendront plus tard, les côtes sont dirigées par les hauts elfes. L'intérieur des terres et surtout les comptoirs commerciaux avec les montagnes sont dirigés par les nains, où les nains et les elfes s'entendent le mieux.
vous avez quand même des cités elfiques qui sont à l'intérieur des terres. Par exemple, celle qui deviendra plus tard, attention Tom, tiens-toi tranquille, Paravon. Celle de Paravon va devenir, enfin, qui deviendra plus tard Paravon, est une ville elfe. Donc celle qui est à peu près ici, juste à côté d'Athel Lorraine. Pour ceux qui ont suivi le lore des elfes sylvains, vous comprendrez très vite qui sont ces elfes. Et derrière, vous avez des cités comme, alors pas Midenheim, mais vous avez comme Wurdbad, donc la cité capitale de du Stirland, Betschafen de l'Ostland, Averheim de l'Averland, Wolfenburg, je ne sais plus lequel c'est celle-là, Ergig de l'Auckland. Toutes celles-ci, Talabheim aussi, toutes celles-ci sont des cités soit naines, soit elfiques à cette époque. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu de l'empire qu'il y a à cette époque. J'ai une autre carte, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Une carte basée de loristiquement parlant valide. Elle est là. Tac. Voilà un petit peu, très simplement, voilà. Il n'y avait pas également des cités des nains des collines? Alors voilà, vous avez donc les comptoirs nains, donc on reconnaît très très bien Averheim qui est ici, Wurdbad qui est ici, salut Amgrey. Ici ça doit être Betschafen, non où c'est là Betschafen, là je sais plus laquelle c'est, ça doit... Eldorf, là ça c'est Talabheim, c'est donc une cité elfique comme vous le voyez, Talabheim à l'époque. Là vous avez Ergig et Wolfenburg, là on a Marienburg, facile, là on a la capitale du Nordland, je sais plus comment elle s'appelle. Salut Onogal aussi, bonsoir. Ça c'est le Moot. C'est le Moot qui est ici. Ben voilà, donc il y a un comptoir commercial au Moot. Voilà. Non, Mordheim, elle est plus par là, Mordheim. Que des elfes et des nains dans le monde. Tout à fait. En fait, pour vraiment vous donner une idée, là, l'empire que vous connaissez n'existe pas du tout. Il n'y a que des tribus humaines qui ont quelques cités à des endroits, mais qui ne les développent pas parce qu'ils n'ont pas la puissance de contrer les nains, en fait, ou les elfes. Et vous voyez qu'il y a des échanges commerciaux assez incroyables entre ces peuples. Sauf que voilà des années que les hauts elfes ne donnent plus de nouvelles. On est à peu près en moins 2200, moins 2100, donc à peu près 100 ans avant le début de la guerre de la Barbe, et tout simplement les elfes ne donnent plus de nouvelles parce que les elfes sont en pleine guerre civile. Les elfes sont en pleine guerre civile depuis des siècles. Pourquoi? Parce que Malekith n'a pas accepté au final Belcoradis. Qu'est-ce qu'il m'envoie le Grumpy? Qu'est-ce que tu m'envoies? Il m'envoie plus de détails. Merci Grumpy. Je la remettrai juste après, d'accord? Oui, tout à fait, Malleus, tu as raison. Donc en gros, la déchirure, c'est le nom que porte la déchirure entre les hauts elfes et les elfes noirs. Serment La et rébellion, honneur. on va dire, de Malekith. Merci Burmatiro, merci beaucoup pour le 14e mois de sub, merci beaucoup. Elle bat son plein. Calédor Ier, le grand roi qui a suivi Belcoradris, celui-là qui a fait naître les lions blancs d'ailleurs, Calédor est victorieux. Et merci Igor, merci beaucoup pour le follow. Calédor est victorieux, Calédor Ier est victorieux, et il repousse tout simplement les elfes noirs, donc Malekith, donc Morathi, il les repousse jusqu'à Nagaronde. Les elfes ont eu un problème de flamme. Oui, voilà, c'est ça. Elle est magnifique cette artwork. J'aime beaucoup le artwork du prince dragon qui défonce la matriarche. Je trouve ça très très beau. Le seul truc, c'est que les nains ne peuvent pas comprendre ça. Il y avait quoi à l'époque à Nagaronde? Rien du tout, Guruknak. On en a parlé quand on a fait le lore de Nagaronde, justement. Nagaronde est une terre désolée. C'est une terre que connaît Malekith parce qu'il a vu qu'il y avait des anciennes cités qui ont été détruites par les hommes lézards il y a des millénaires et qui ont même été rasées. Rasé d'ailleurs après par les incursions du chaos. Et il s'est installé là-bas parce qu'il savait que personne ne pouvait y aller et personne n'aurait été à combattre et à s'installer là-bas. Bref. En fait, les nains ne comprennent pas ça. Les nains ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'une guerre civile. Autrement dit, ton allié de toujours, on ne comprend pas que ton allié est en train de s'entretuer. Les nains n'en ont rien à faire parce que déjà, ils commercent toujours avec les elfes du continent, parce que n'oubliez pas que les elfes du continent, donc les colons qui sont à Tor Alessi, à Atelmarna, qui sont dans toutes les cités que je viens de vous parler, ils n'ont pas participé à la guerre civile. Pourquoi? Parce qu'ils devaient justement construire leur cité, ils devaient se protéger un petit peu des monstres, des mutants, etc., qui traînaient sur le vieux monde, et ils commerçaient avec les nains. Donc ce sont, on va dire, les elfes d'origine de Ultuan qui se sont entretués. Malekith est repoussé,
Calédor dirige Ultuan, Calédor Ier. Malheureusement, il va arriver un petit problème à Calédor. Calédor Ier, disposant d'une énorme flotte, va essayer un petit peu de finir les elfes noirs, hein, etc. Et va se faire un peu surprendre sur son vaisseau amiral et va décider de sauter à la mer et de ne pas être capturé vivant par les elfes noirs pour éviter justement que son cadavre soit profané pendant des années. Ce qui fait que les arches noires, ouais, je crois que c'est une arche noire et même toute une armada qui tombe sur le vaisseau amiral, et le roi Phénix des Hauts-Elfes décide de se suicider plutôt que de se faire prendre vivant. Ce qui fait que la désignation de son successeur, c'est pas n'importe qui, c'est son fils. Et son fils, c'est Calédor II. Alors je sais, c'est pas exactement son image, mais on s'en fout, c'est l'image d'Aénarion, mais c'est pour vous représenter. Calédor II, il a duré son règne 600 ans. Je vous rappelle que la guerre de la Vave a duré 400 ans. C'est couillon premier surtout, voilà. Alors, Calédor II est totalement l'inverse de son père. Calédor Ier, c'est un roi c'est un roi phénix qui a eu sa désignation alors qu'il était en train de chasser, qu'il n'était même pas à la cour pour plaider sa cause en disant c'est moi qui peux être le roi, attention, hein. Pas du tout. C'était vraiment un Calédorien qui était fait pour diriger. Mais son fils, Calédor II, qui est bien son fils, hein, c'est un passage héréditaire du pouvoir, et je crois que ça a été l'un des seuls qui a été fait dans toute l'histoire de Ultuan, qui a justement été une erreur, c'est que Calédor II, certes, est le fils du premier Calédor. Son père s'est suicidé et il n'a connu qu'une seule chose, c'est la guerre civile. Calédor II, il est né pendant la guerre civile. Donc c'est quelqu'un d'ultra calédorien. Alors je vous rappelle que Calédor, hein, c'est un peuple dans les hauts elfes. Merci Circa, bon, merci beaucoup pour le follow. Les Calédoriens dans les hauts elfes, ce sont ceux qui ne baissent même pas leur bannière quand le roi Phénix passe devant, alors qu'ils sont en défilé militaire, parce qu'ils sont au-dessus de tout. Je rappelle que celui qui a créé le Grand Vortex et qui, entre guillemets, a sauvé le monde lors de l'incursion du chaos, c'était un Calédorien. C'était Calédor, dompteur de dragons. Donc porter le nom de Calédor, c'est pas rien, tu vois. Et Calédor II, n'ayant connu que la guerre civile, ayant vu son père crever d'une manière totalement non noble, de son propre point de vue, hein, on est bien d'accord, parce que c'est un guerrier, Calédor II, il a tué des centaines d'elfes noirs, il est en plus de Calédor, il est d'origine de Calédor, et il obtient le pouvoir par le biais de son père, eh bien ça va en faire un guerrier. Calédor II ne sera pas un général, ne sera pas un... Enfin, si c'est un grand général quand même, hein, faut l'avouer, pas un grand stratège, mais un grand général, mais ce sera un mauvais politicien, un très, très, très mauvais politicien. En fait, c'est le pire des rois phénix qui n'ait jamais vécu en termes de politique, de très très loin. Pourquoi je dis ça? Parce que Calédor II réitère, après avoir obtenu le pouvoir, après ses 200 premiers siècles à peu près de règne, repousse les elfes noirs, rouvre les routes commerciales avec le vieux monde depuis Ultuan, et donc va reprendre contact après des années et des années de non-contact avec les colons hauts elfes, et surtout avec les nains, leurs partenaires commerciaux. Le seul problème, c'est qu'au bout de 200 ans, il y en a un qui s'est bien remis, hein, bien évidemment, un gars super gentil, pas du tout soumis à sa mère, quelqu'un qui ne souffre quasiment jamais, enfin bref, quelqu'un ne va pas laisser passer ça. C'est Malekith. Malekith, il est extrêmement intelligent. Il est soumis comme pas deux, mais il est extrêmement intelligent. Et Malekith, je rappelle bien, hein, que c'est le meilleur ami. Merci Demos, merci beaucoup pour ton quatrième mois de sub. Malekith est le meilleur ami de Gotrek, le haut roi des nains de l'époque. Attention, Gotrek commence à se faire vieux, mais c'est son meilleur ami. Même s'il n'a plus de nouvelles depuis presque un siècle, enfin pas un siècle, mais depuis plusieurs dizaines d'années, c'est son meilleur pote. Et Malekith, grâce à ça, grâce à cette amitié, il a espionné non seulement les hauts elfes, mais il a aussi beaucoup espionné les nains, un peuple extrêmement riche.
qui donne un peu de son pouvoir au final aux hauts elfes, parce que les hauts elfes, ils ont, maintenant qu'ils ont battu les elfes noirs, qui rouvrent le Gotrek de Félix, non, Gestion, c'est pas le même, attention, c'est pas le même. En gros, les hauts elfes, là, ils viennent de gagner la guerre, ils rouvrent leurs partenaires commerciaux, etc. Ils ont une armée surentraînée, mais vraiment une armée surentraînée, parce que certains ont même connu la guerre contre les démons. Je vous rappelle que c'est des elfes, ils peuvent vivre très vieux. Et ils ont en plus connu des stratégies et des zones de combat, des méthodes de combat totalement différentes, parce qu'ils ont aussi combattu leurs propres frères. Donc, les hauts elfes, à ce moment-là de leur histoire, sont l'une des races, avec les nains, qui sont les plus forts, qui sont les plus dominants de la planète. De plus, léger avantage, enfin gros avantage par rapport aux nains, par contre, ils n'ont pas la rune, hein, contrairement aux nains. Par contre, ils ont la meilleure flotte du monde. De très très loin, ils ont la meilleure flotte du monde. Ils écrasent les vaisseaux elfes noirs, etc. Rien à voir avec Dong. Non, rien à voir avec Dong. On n'est pas encore là. Sauf que Malekith ne peut pas laisser passer ça. Il ne peut pas laisser l'amitié ou elfes et nains se redévelopper. Et Malekith va utiliser tout son savoir qu'il a appris pendant des siècles au contact des nains pour faire une chose, faire qu'une guerre éclate entre les deux. Faire qu'une guerre éclate entre ses amis d'avant, les nains, et ses frères d'avant, les hauts elfes. Et bonsoir Ayoli, bonsoir à toi. Et tout simplement, pourquoi il fait ça? Recule. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a mon... il va augmenter le prix de choisir le prochain tournage juste pour m'embêter. De quoi, Pierre? Ah non, t'inquiète pas. Pas sûr que Malekith connaisse Gotrek. Si, c'est déclaré comme son meilleur ami. Il est déclaré comme son meilleur ami, le roi Gotrek. Mais pas sûr qu'il connaisse le Gotrek tueur, ça c'est sûr, je suis pas sûr. J'essaie de continuer. Parce qu'on n'a même pas commencé la guerre encore. Hein. Oh putain, mais quelle idée j'ai eu de faire ça. Et donc Malekith va utiliser toute sa connaissance des nains et toute sa connaissance de Calédor II, parce que quand même il l'a connu, hein, il l'a affronté, enfin pas personnellement, mais il l'a affronté en termes de militaire, et il va faire qu'une guerre éclate entre eux. Il sait que c'est possible, parce que déjà c'est un maître Machiavel, hein, littéralement, il est ultra intelligent pour corrompre les gens, plus sa mère, mais quand même. Et donc Malekith, avec ses Dourkai, ses raids Dourkai, il va attaquer plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois, des caravanes marchands de naines, en faisant des raids sur les bordures, loin des côtes protégées par les hauts elfes, et à l'intérieur des terres, il va attaquer des nains, tuer des dizaines et dizaines de nains, voler énormément de richesses aux nains, et laisser, le stream va être long, ouais, je suis désolé, et laisser beaucoup de traces elfiques. Il va laisser des morceaux de tissu, il va laisser des armes, mais des exprès, pour que les nains, voyant qu'il leur manque des choses, eh bien, demandent réparation envers les elfes. Déjà, les elfes de Calédor, je rappelle bien que c'est Calédor II qui dirige les hauts elfes maintenant depuis 200 ans, donc je le remets. Calédor II étant un Calédorien, les hauts elfes ne sont jamais plus arrogants que sous sa politique. Les Calédoriens, enfin, les elfes sont déjà arrogants de base, c'est leur nature, ils vivent presque éternellement, entre guillemets bien sûr, hein. Ils sont plus souples, ils sont plus agiles, ils ont plein de connaissances, patati patata, ils sont donc les meilleurs, hein. Voilà, c'est pas un crasseux nain qui vit sous la montagne qui va être plus intelligent qu'un mec qui a 400 ans, voilà, c'est leur point de vue, hein, bien sûr. Et derrière, les nains sont connus pour être enfermés depuis très longtemps. Ils sont protégés, ils sont restés sous leur montagne durant l'invasion du chaos, ils ont protégé leurs terres, ils n'ont qu'autour d'eux quasiment que des mutants ou des elfes, donc ils sont très 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 austères, très renfermés sur eux-mêmes. Ils ne veulent absolument pas partager leurs connaissances, bien sûr, les elfes ont depuis des millénaires tenté de leur faire cracher le morceau sur les runes et ne leur ont jamais parlé, et ont compris que les elfes sont des très bons forgerons, mais essaient de faire mieux que les nains, donc ce sont aussi des rivaux un petit peu. Et les nains, ils n'aiment pas très bien les rivaux. Eh bien, cette tension qu'il y a entre les deux mondes, elle est déjà décuplée avec les Calédoriens. Calédor II a une politique de « on est les meilleurs ». Voilà. En plus, on a battu Malekith, donc on a même réussi à tuer nos propres traîtres. On a tué les chaos, on a tué les traîtres. Donc franchement, on est les meilleurs, quoi. Les nains, vous êtes restés sur votre terre, vous n'avez pas fait de guerre depuis presque 2000 ans. Voilà, on est bien meilleurs que vous. Et ça va partir en vrille avec justement ces attaques de Malekith. Les nains, peur du rival, renfermés sur eux-mêmes,
jaloux, non, mais aussi extrêmement rancuniers. On va l'avouer, les nains ont aussi leur part quand même là-dedans. Vont directement aller voir les elfes, leur dire « Vous nous avez volé, nous réclamons des dédommagements. » Ils vont se plaindre aux colons d'abord. Ils vont se plaindre aux colons. Les colons qui sont, je rappelle, les elfes du territoire lambda, du territoire que vous connaissez. L'Empire, la Bretonie, etc. Les peuples donc qui n'ont déjà rien à voir ou presque avec ce qui s'est passé sur le Ultuan, mais en plus, bien sûr, évidemment, rien à voir avec ce qui se passe sur le Vieux Monde. Tout est la faute des elfes noirs à la base. Eh bien, les nains vont déjà trouver quelques dédommagements avec ces elfes-là. Mais ça ne va pas suffire. Les elfes vont leur dire « Mais non, on ne peut rien faire, on n'a rien fait. Allez voir, au pire, envoyer un émissaire à notre haut roi. Qu'il prenne le bateau, il va à Ultuan, on est alliés, demandez-lui réparation. Nous, on n'y est pour rien. » Et les nains vont envoyer et demander réparation envers les hauts elfes et donc envers la cour hauts elfes. Et c'est Calédor qui va répondre. Il est très certainement probable que si c'était les elfes colons qui auraient répondu, qui auraient conservé le lien plutôt que ça soit les autres, ils auraient plutôt essayé de calmer le jeu. Calédor 2 en est très très loin. Il refuse de payer, il est totalement ignorant à cela et de toute façon, pourquoi faire ? Pourquoi s'excuser ? Bien évidemment. Serment et honneur. Merci beaucoup Trimarcassin pour le 13e mois de sub, merci beaucoup. Le messager va retourner voir les nains en disant le roi des elfes ne veut pas payer et le chef des nains va renvoyer l'émissaire une deuxième fois à Loterne, enfin pas à Loterne mais à Calédor, et va réclamer le double de paiement par rapport à l'affront qui a été fait. Ne pas reconnaître sa faute, c'est un affront. Ne pas payer une dette, c'est un deuxième affront. Prendre les nains de haut, c'est un troisième affront. Le roi des nains va demander le double. Il va demander le double de paiement. De tout ce qui a été fait. Que ça soit... Alors, il ne demande pas un paiement du sang. Hein. Il ne demande pas un paiement par rapport au meurtre. Il demande un paiement par rapport à l'or qui a été volé, à toutes les richesses qui ont été volées. Et cet émissaire nain, qui ne va être qu'un porte-parole, va revenir à Karazakarak, tondu et rasé. Et avec le message suivant, si jamais vous voulez le double de paiement, eh bien venez le chercher sur Ultuan. Et c'est comme ça que la guerre démarre. C'est le lancement de la guerre de la Barbe. Alors, guerre de la Barbe, c'est le nom que donne cette guerre, que donnent les hauts elfes à cette guerre. Tandis que pour les nains, c'est la guerre de la vengeance. Erreur du joueur ultuanais, oui, voilà, littéralement. Un elfe, c'est un elfe. Leur histoire de famille, c'est pas leur souci. Ouais, voilà. Les nains pouvaient passer leur éponge et rester dans leur montagne. C'est totalement de leur faute. Sortez les haches, frère nain, à l'attaque. Quand on cherche, on trouve. Beau préambule. Ben, j'essaie de poser... voilà. Alors, attention. J'ai bien dit, et vous regarderez bien tous les livres d'armée, vous regarderez le livre des rancunes, vous regarderez le livre de la V6 parlant de la guerre de la Barbe, ou de la guerre de la vengeance. Le mot qui a été envoyé aux nains, c'est « Vous voulez être payé, venez le chercher sur Ultuan ». Donc il y a un défi qui est lancé par les hauts elfes aux nains. Vous voulez de l'or, vous voulez qu'on vous paye, vous voulez qu'on soit soumis, attaquez-vous à l'île continent. Et les nains ne vont pas du tout faire ça. C'est là, moi, déjà, où je trouve où les nains aussi ont été un peu cons. Là où ils n'ont pas respecté aussi la guerre de départ. Alors attention, hein, bien sûr, Calédor est un con. Hein. Littéralement, c'est une décision politique totalement stupide. Littéralement stupide. C'est l'orgueil de l'elfe qui parle et c'est l'orgueil de l'elfe qui va payer, tout simplement. Mais la guerre est déclarée par Ultuan. Les nains, à partir de là, vont attaquer tous les colons. Parce que, encore une fois, dans la tête des nains, tous les elfes sont les mêmes. Même si des traces auraient été trouvées, il y a quelques traces qui disent que on a été attaqué par des elfes, les caravanes. Mais pas des elfes du tuant, des elfes tout court. Il y a une suspicion d'elfes noirs déjà reconnus. Sauf que les nains, première chose qu'ils font, ils vont attaquer non pas les elfes calédoriens d'Ultuan, ils vont attaquer leurs partenaires commerciaux avec qui ils n'ont jamais perdu de contact depuis des siècles. Ils vont attaquer les colons. On touche pas les civils. Et ils sont très très loin de ne pas toucher les civils, vous allez comprendre pourquoi. Les nains vont donc attaquer la cité majeure des elfes de l'époque, Tor
Alessi. Alors, Thor Alessi. J'ai pas d'image, je crois. Non, j'ai pas trouvé d'image malheureusement de Thor Alessi. Donc en gros, ils attaquent l'Anguille. Depuis leur forteresse, Jean Alessi. Non, pas celui-là. Pas celui-là, Pépé Eric. Les nains attaquent donc le futur port de l'Anguille. Pourquoi ils attaquent là? Alors que c'est quasiment à l'opposé même des montagnes du bord du monde. En fait, ils attaquent par là parce que c'est la capitale des colons elfiques. C'est leur plus grand port, l'Anguille, qui va devenir plus tard l'Anguille en Bretonie. Thor Alessi, c'est la capitale des hauts elfes dans le vieux monde. Les nains savent que s'ils prennent cet endroit et qu'ils détruisent cet endroit, ils auront un port, enfin ils auront un port pour aller peut-être attaquer Ultuan derrière. Mais on ne sait, ça serait, on va dire, l'excuse stratégique. Pourquoi ils attaquent cet endroit d'abord? Sauf qu'ils ont déjà Baragvar. Baragvar qui est déjà le plus grand port des nains. Donc, ils ne sont pas obligés d'aller attaquer Thor Alessi en termes de stratégie. Ils pouvaient embarquer à Baragvar, tous, parce qu'ils sont même plus proches de Baragvar que de Thor Alessi, et ils pouvaient aller attaquer Ultuan. Donc, c'est aussi prémédité des nains de s'en prendre aux elfes les plus faibles et les plus proches. Après, je dis ça, je dis rien. Après, encore une fois, les hauts elfes, Calédor en tout cas, est coupable de sa décision. Ils ont utilisé ces sports pour monter dessus et jouer dans le Hobbit. Non, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Meilleure scène, bien sûr. Nous couper la retraite des elfes. Alors, c'est pas couper la retraite des elfes. Vos sources sont biaisées, monsieur. Voilà, ça commence. Et admettez-le. Ils n'avaient pas besoin de prendre Thor Alessi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voici la première bataille, donc, de la guerre. C'est le déclenchement de la guerre. Ce sont les Trongs nains qui attaquent Thor Alessi. C'est donc les nains qui attaquent en premier. Encore une fois, je précise. Bon, même si l'acte de Calédor vaut, bien entendu, toute une bataille perdue par les nains. Le but, c'était de dégager les elfes du vieux monde surtout, donc aucun intérêt à attaquer Ultuan. Non, Ragnar, je suis désolé. La déclaration de guerre que les nains reconnaissent comme une déclaration de guerre, c'est Calédor qui a dit « Venez sur Ultuan, cherchez votre dû ». C'était pas massacrer les civils. Ils avaient le choix de ne pas massacrer les civils. Alors, Thor Alessi, pour vous donner une idée, il va être assiégé en moins 1997. C'est le déclenchement de la guerre. Vu qu'il voit les elfes comme un seul et même peuple. Oui, mais le défi, c'était d'aller en Ultuan, pas de massacrer le voisin, quoi. Moi, je vois là. Ils n'ont pas eu les couilles d'aller tout de suite sur Ultuan, quoi. Il n'avait pas déjà rasé la barbe des émissaires, le père Calédor? Si, c'est ce que j'ai dit, Ragnar. J'ai dit, est-ce que raser la barbe, ça vaut l'équivalent d'aller assiéger une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants? Ah, après, c'est vrai que c'est les nains, faut pas chercher plus loin que ça. Bref, je commence un petit peu à vous expliquer. Le premier CS de Thor Alessi, c'est la déclaration de la guerre, littéralement. Il y aura, alors j'ai noté, tac, il y aura 5 Trongs nains qui vont attaquer Thor Alessi. 5 Trongs nains, c'est colossal, littéralement. En même temps, la cité n'est pas n'importe laquelle. Pour vous donner une idée, il y aura, durant la guerre, qui va durer à peu près 400 ans, un peu moins de 400 ans, durant la guerre, du côté nain, il y aura 1335 rancunes enregistrées au total durant la guerre. 1335 rancunes. Donc on pourrait dire que c'est pas tellement que ça, en fait. Parce qu'en fait, il y a eu des troncs entiers détruits par les hauts elfes. Et donc des rancunes qui n'ont plus eu à être portées parce que leurs porteurs sont morts, sont tous morts. Les elfes n'ont pas fait que souffrir durant ça. Ils sont aussi très bien défendus. Et merci Tuche pour le prime, merci beaucoup. Par exemple, pour vous donner une idée de la puissance des colons elfes à cette époque, attention, les nains attaquent avec 5 armées, 5 Trongs nains, Karak Kadrin, Zulbar, Trong c'est l'armée naine, Tripicor, Host c'est l'armée elfique, Trong c'est l'armée naine. Les nains attaquent avec Karak Kadrin, Zulbar, Karazakarak, Karakoepik et Karakvar. Donc 5 Trongs entiers qui attaquent Thor Alessi. Pour vous donner une idée, une des premières rancunes qui a été faite, c'est les rancunes envers les autres nains qui ne sont pas arrivés à temps, qui n'avaient pas assez de support technique pour faire un siège correct. Et la première rancune officielle de la guerre, c'est contre l'éclaireur nain
qui est allé espionner Thoralessi et qui est revenu en disant ouais, ils sont 5000. Donc ils viennent à 5 fois plus, 10 fois plus pour tous les massacrer. Et en fait, la garnison elfique de Thoralessi, elle est de plus de 20 000 elfes entraînés. Bah, ça commence déjà à balancer. Non, mais ils vont pas attaquer Ulthuan alors qu'il y a déjà des elfes sur la terre à côté d'eux. Bah oui, les gars, mais t'as des couilles, t'as pas des couilles. Ils n'avaient pas le compas dans l'œil. Non, non, vous regarderez bien le leader rancune, c'est l'un des premiers qui a pris une rancune dans la gueule, c'est l'éclaireur nain qui s'est fait bolos parce qu'il n'a pas été capable de bien compter les elfes. En gros, le siège de 5 armées naines, 5 troncs nains va durer sur Thoralessi. Thoralessi, bien sûr, disposant d'une meilleure flotte que celle des nains, va tout de suite envoyer un messager sur Ulthuan disant « Les armées naines marchent sur nous, les armées naines vont nous massacrer » ou en tout cas les armées naines ont déclaré le début de la guerre sur les colons elfiques, sur les cités elfes dans le Vieux Monde. En réponse, bien entendu, alors que Thoralessi vient de commencer à être assiégé, Caledor II déclenche l'appel des bannerets et va lancer un host, enfin 5 hosts en tout, ça fait énormément 5 hosts pour Ulthuan, 5 régions entières d'Ulthuan qui vont envoyer des armées pour soutenir les colons. Donc pour l'instant, on est plutôt à égalité en termes d'armées envoyées, pour vous donner une idée. Entre 5 et 6 du côté des nains, entre 5 et 4 pour du côté des hauts elfes. Le premier jour du siège, je vous donne un petit peu parce que je vais vous détailler la bataille, le premier jour du siège de Thoralessi, attention, premier jour du premier siège de Thoralessi, parce que étant donné que c'est la capitale, elle va se faire assiéger plus d'une fois. Au premier jour, il y aura 500 pierres gravées de runes de la vengeance et briseuses de murs qui seront balancées sur les murailles de Thoralessi. Le seul problème, c'est que les nains balanceront des projectiles pendant toute une journée pour se taper les défenses. Le seul souci, c'est que... Oui, il y a du monde, Papyric. Bah, en même temps, on a eu Planet Wargame qui nous a raidé dans la soirée, ça aide beaucoup. Hein. Et en gros, même avec un déluge de pierres aussi incroyable que celui-ci en une seule journée, les elfes vont faire des pertes énormes chez les nains avec leur contre-tir de baliste et d'arc. Parce que l'arbalète porte autant que l'arc, la baliste porte quasiment autant que la baliste naine, voire plus. Donc, c'est un échange de tirs qui va être extrêmement coûteux pour les nains, plus même que pour les elfes. Les elfes ont même assez peu de pertes à cause de la pluie de pierre des nains, parce qu'ils possèdent des espèces de champs réfracteurs magiques. Et oui, ils ont des boucliers à cette époque, les elfes, rendez-vous compte qu'ils ont aussi bien perdu dans la guerre, parce que c'est quand même pas rien. Les elfes vont même faire, durant les 2 premiers jours, 3 sorties de cavalerie de Thoralessi. Donc vous avez 3 fois les elfes qui sortent de leur couvert pour aller attaquer les nains. Il n'y a que 20 000 mecs dans la cité. Alors que 20 000 entre guillemets, mais en face il y a 5 armées. Il n'y a pas les renforts encore. Il n'y a pas les renforts elfiques qui sont envoyés par Caledor II. Et les elfes faisant ces sorties vont détruire en fait les travaux de sape que vont tenter les nains pendant qu'ils balayent des jours durant. Il y aura 3 tunnels tentés pour saper, donc la sape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est creuser en dessous en fait les murailles, faire péter un truc pour faire s'écrouler les murs et donc charger après dans le goulet d'étranglement, dans la fissure que vous avez faite. Il y aura 3 sorties tentées sur les travaux de sape. Il y a 3 tunnels tentés. Un sera détruit par les sorties produites par les nains. Un autre sera détruit par magie. Pour vous donner une idée, même il y a des mecs du côté des nains qui sont nommés à ce moment-là pour avoir fait de très très grosses conneries, pour surtout avoir sous-estimé les elfes de cette époque. Parce qu'ils ne connaissent que les colons. Tandis que ceux de Thoralessi, c'est quand même une garnison envoyée par Ulthuan. Une garnison d'Ulthuan qui défend l'endroit. C'est la capitale des colons. Vous avez le Tan Dumbrin. Dumbrin qui sera surnommé Oiseau Creek. Alors je me lis mes notes, excusez-moi. Pourquoi Oiseau Creek? Parce qu'il aura tenté de poursuivre les elfes qui vont tenter de... Enfin, les elfes qui font les sorties. Avec ses nains à petites pattes, il va essayer de poursuivre la cavalerie elfique et il va perdre 3/4 de son clan sur les 3 sorties des elfes pour tenter de les rattraper à chaque fois. Et il aura donc une rancune pour sa gueule pour avoir été débile, en fait, d'avoir tenté ça. C'est un boulet, oui, c'est un boulet, littéralement. Ils auraient dû l'envoyer dans une catapulte, lui aussi. Bref, au 6e jour, le premier tunnel est détruit. Voilà, au 6e jour, le premier tunnel est détruit par une des sorties des elfes.
L'elfe qui dirige les forces de Thor Alessi à l'époque. Attendez, je vous sors son image. Clac. Et ça, si c'est pas un elfe, hein, si ça c'est pas un haut elfe, moi c'était tête à claque. Excusez-moi. Le prince qui commande Thor Alessi à cette époque, c'est Arlir Déathène. Arlir Déathène. Donc c'est un mec de Loterne. Hein. C'est un mec là où il y a les phénix et tout. Hein. Donc c'est un pompeux. Hein. C'est pas un Calédorien, mais quand même une bonne tête de Noblio, c'est ça. Ça ressemble un peu à tous les autres. Bonjour, je suis premier de ma classe. Et merci Corlov, merci beaucoup pour le follow. Et donc, Arlir Déathène, lors de ce 6e jour du premier siège de Thor Alessi, Arlir Déathène va être capturé par les nains. Il va être capturé par les nains, mais par contre, on dirait un anglais, bah c'est un anglais hein, littéralement, il va être capturé par les nains, mais sa capture aura permis, en tout cas à son action, de réussir. Le 2e tunnel des nains est détruit, mais le général commandant Thor Alessi est capturé. On est au 6e jour du siège. Directement les nains, vont envoyer une demande de rançon. Ils ont capturé, un petit peu comme les Français faisaient hein, à l'époque médiévale, ils vont envoyer une demande de rançon à Thor Alessi, du genre, on vous rend votre seigneur, mais barrez-vous. Voilà. On peut arrêter maintenant. Bien entendu, en face, ils ne vont pas répondre. Ils vont dire non. Pourquoi les hauts elfes ne veulent pas payer, alors que les colons auraient payé hein, pour un seigneur Ultuan, un seigneur d'Ultuan? Eh bien, tout simplement parce que les ordres de Calédor étaient de ne pas négocier. Il n'y avait aucune négociation demandée par le roi Phénix. C'est-à-dire que les elfes de Thor Alessi refusent de payer la rançon de Arlir Déathène. La guerre continue, le siège continue. Au 10e jour, le travail de sape est terminé. Le dernier tunnel, les 2 autres étant détruits, le dernier tunnel fonctionne et les nains explose un mur et une des tours. Alors Thor Alessi était connu pour avoir 3 tours gigantesques qui défendaient la cité. Ils arrivent à abattre une tour et un mur, les nains, par un travail de sape incroyable des mineurs. Et tout simplement, un mur s'effondre et les nains tentent une percée. Les nains tentent une percée à l'intérieur de Thor Alessi. Le souci, c'est qu'ils vont être extrêmement surpris par les techniques utilisées par les elfes. Les nains sont des pros. Dès qu'il y a un tunnel, ils sont censés être ultra puissants. Hein. C'est leur méthode de combat qui est comme ça. Bien entendu, hein, pour vous donner une idée de ceux qui avancent en première ligne pour aller choper et faire la percée, ce sont les brise-fers de l'armée. Hein. Les brise-fers des 5 armées qui foncent à travers la percée. Donc c'est quand même pas n'importe qui est devant. Mais en face, les hauts elfes vont tenter de maîtriser le flot de nains par des murs et des murs et des murs entiers de lanciers. C'est leur technique de combat aussi, hein, les elfes. Ils sont pas mauvais pour former d'énormes phalanges extrêmement entraînées. Et c'est surtout les énormes bombardements magiques et de traits dans des alcôves, dans des angles, etc. qui vont surprendre les nains. Et tout simplement, au 12e jour, donc on est 2 jours après la percée qui n'a pas réussi à faire ployer la ville, les nains sont contenus. Je me suis imaginé quand même à quel point quand même ils devaient être vénères, les elfes, hein, pour repousser ça. La percée est contenue pendant 2 jours, jusqu'à ce que, au 12e jour, le général des nains, enfin les généraux des nains, comprennent qu'une flotte elfique gigantesque arrive. C'est les renforts de Calédor. C'est les 5 hostes elfiques qui vont débarquer. Bien sûr, les nains vont reculer après avoir foutu le feu dans le plus possible de la ville pour tenter justement de ne pas rester bloqués. Et au 14e jour, c'est la fin du premier siège de Thor Alessi. À la fin du 14e jour, Thor Alessi n'est pas tombé. Les nains ont réussi une percée mais ont été contenus et sont obligés de reculer et de battre en retraite pour ne pas être pris en tenaille par l'immense armada qui est en train d'arriver. Dans l'armada, il y a des dragons, il y a des phénix, il y a des créatures incroyables, il y a des mages surpuissants. Les nains vont reculer, mais lorsqu'ils entendent les acclamations de victoire des elfes, qui comprennent qu'ils ont des renforts qui arrivent, ils étaient à 20 000 contre 200 000, hein, les elfes.
Ils acclament leur victoire, ils sont heureux d'avoir gagné la première bataille contre les nains. Sauf que les nains, avant de partir, ne vont laisser qu'une seule chose. C'est la tête du seigneur Arlir des Athènes être rendue aux elfes sans son corps. Les nains vont décapiter le seigneur elfique qui dirigeait l'armée et repartir. Et au moment où la tête est renvoyée, les acclamations de victoire s'arrêtent et la guerre totale va commencer. Il a maigri, ouais, il manque un morceau. Ouais. Il manquait un morceau. Donc ça, c'est la première bataille. C'est la bataille de Thor Alessi. Alors attendez, je vous cherche un petit peu une autre image. Il avait vraiment pas la tête sur les épaules. Bon, en même temps, hein, avec une tête pareille. Maintenant, la 15e année. Attends. Calmez-vous. J'aime pas l'allégorie du suppôt. Et c'est une défaite des nains 0-1 pour les elfes. Oui, bon, vous inquiétez pas, ils vont bien leur rendre. À partir de là, la guerre va être totale. Les renforts de Calédor 2, ne seront pas dirigés par Calédor 2 au début. Hein. Je tiens à préciser cela. Ce n'est pas le roi Phénix qui va diriger ses armées, ce sont certains de ses meilleurs généraux, ses meilleurs seigneurs de combat, ses meilleurs seigneurs de guerre. Vous avez un host donc d'Athènes, bien entendu, qui est envoyé pour venger la mort de Azir. Vous avez Saféri qui envoie, vous avez Ivresse, vous avez bien entendu Calédor qui envoie, et vous en avez un dernier, je crois que c'est Shras qui est envoyé. Si j'ai envie de jouer Eldari sur 40k, je suis un trade des nains de battle? Bah non, pourquoi? Calédor reste bien planqué en Ulturan. Alors, Calédor 2, le roi Phénix, ne se donne même pas digne, en fait, ne se pense pas, ne pense même pas son adversaire digne, en fait. Parce que, je rappelle que le défi de Calédor 2, c'était qu'il vienne en Ultuan. Donc, dans son orgueil, il dit « Ah, mais quel moins que rien, ces nains, ils attaquent les cités qui sont peu protégées, ils osent même pas attaquer l'île continent. Donc, j'envoie mes hostes pour leur apprendre comment ça fonctionne. On va faire comme avec Malekith. On va lui claquer la fesse et l'en renvoyer dans son monde. » Donc, la guerre à partir de là devient totale. Les nains, n'ayant pas réussi à abattre Thor Alessi, vont se venger. N'ayant pas réussi à abattre leur ennemi du premier coup, les nains vont se venger et vont carboniser, détruire ce qui plaît aux elfes, par vengeance. Déjà, bien entendu, ils vont détruire toutes les cités mineures sur leur chemin. Les cités mineures dont je vous ai parlé, hein, c'est Talabeim, Nuln, c'est Wordbad, Averheim. Tous ces territoires-là vont être littéralement rasés. Sartosa, bien entendu, également, va être totalement rasé par les nains. Mais vraiment rasé. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas partir la population. Ils massacrent tout le monde. Et vraiment, ils massacrent les gens. Ils leur laissent aucun choix. Ils brûlent la cité. Si des elfes essaient de partir, ils les brûlent. Mais c'est pas que ça. Ils savent aussi que les elfes ont un lien très étroit avec ce que les nains n'ont jamais eu, les forêts. Je vous rappelle que les elfes qui sont allés en tant que colons et donc qui ont eu le plus de contact avec les nains sont les elfes qui ont été appelés à vivre en dehors du Ultuan par un pacte, ou en tout cas au fond de leur cœur, ils sentaient qu'ils étaient attirés par la terre, qu'ils n'étaient pas Ultuan. Je rappelle bien que c'est le pacte qu'a passé la première reine éternelle avec Durtu. C'est une retombée de ça. Et en gros, les nains, n'ayant eu contact que avec eux, et très très peu avec ceux d'Ultuan, eh bien, vont brûler et carboniser des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres de forêt. Par vengeance. En même temps, la guerre s'appelle la guerre de la vengeance. Pas pour rien que ça. Les nains n'ayant rien à foutre des forêts. En plus, on va pas se mentir, ça servait aussi à carboniser les hommes bêtes et les mutants qui vivaient dedans. Et les humains... À cette époque, autant les elfes que les nains n'ont pas regardé aussi le kill count des humains. Disons que valait mieux être dans ta grotte quand t'étais humain à cette époque. Oui, je sais, Ragnar, je vais y arriver. Les humains en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près ça. Ces actes,
ignoble du point de vue des elfes, et pas seulement des elfes d'Ulthuan, mais surtout du point de vue des elfes colons. Leur peuple est massacré, les forêts sont brûlées. Eh bien, les colons vont être encore plus boostés pour rejoindre le côté d'Ulthuan et vraiment rejoindre la guerre complète. Pendant les 6 premières années de la guerre, les hauts elfes vont même prendre à contre-coup les nains. Ils vont débarquer à Barakvar, dans les principautés frontalières, au niveau de Erengrad et de Kislev, et ils vont littéralement, avec leur nombre et leur flotte ultra entraînée, prendre par surprise les nains. Ils vont même faire un blocus de Barakvar, d'où le développement après des submarines nains, qui viendront bien des années après, bien après la guerre. Et tout simplement, les nains, eux, vont s'enfermer dans leur forteresse ou faire des raids extrêmement violents sur les forêts et les villages sans protection. Ils vont essayer de ne pas trop se battre en race campagne parce que la mobilité énorme des elfes et leur lien avec les dragons et la magie surprend les nains pendant les 6 premières années. Je rappelle que la guerre dure presque 400 ans. Et aussi, ils vont jauger l'ennemi. Hein. Ils vont jauger l'ennemi parce que ils vont voir les tactiques. Ils sont pas bêtes, les nains, quand même. Ils étudient les tactiques comme ça. Et les hauts elfes, bien péteux, hein, quand même. Pas peur, les mecs. On va pas se mentir. Pas peur, les mecs. Pour essayer de venger les colons morts et essayer de venger les forêts, bah, ils arrivent quand même à assiéger Karazakarak 2 fois. Bon, pas longtemps, par contre. On va pas se mentir. Ils font qu'essayer. Hein. Merci, j'en avais bon appétit. Vraiment, les hauts elfes tentent. Hein. Ils vont jusqu'à la capitale pour dire non, mais attendez, on peut vous mater aussi. Et par contre, eux, ils n'arrivent pas à faire une percée. Environ 30-35 minutes de siège à chaque fois. Alors non, c'est quand même plusieurs jours. Mais c'est juste que pareil, les renforts nains arrivant sur les flancs, le territoire est trop grand en fait pour ne pas se faire prendre par revers. Donc Karazakarak est abandonné. Bien entendu, le siège en tout cas de la citadelle des nains, citadelle principale des nains, est impossible. Il y a trop de cités majeures à côté. Les nains sont encore beaucoup trop puissants. Ces échecs, par répétition, vont forcer Kaledor II à répudier ses généraux, alors que pour l'instant, véritablement, mis à part les raids nains, les hauts elfes sont plutôt gagnants. La surprise et la puissance de leurs armées obligent les nains à rester en défensif. Kaledor II, depuis Ulthuan, envoyait plein de troupes. Il renvoyait même d'autres armées, hein, si jamais elles étaient fatiguées ou que ce soit. Mais, chose très importante, il ne protégeait absolument pas les colons. Il ne dit pas aux colons, venez vous réfugier en Ulthuan, la guerre est là, vous êtes des miliciens, vous êtes des mecs de base, on va pas vous entraîner dans la guerre. Non. Kaledor II est très content que les colons rejoignent ces combats. Sauf que, vu que ces armées, elles aussi, ne gagnant pas dans les 10 premières années de la guerre, mais c'est quoi ces incompétents? Moi, je vais y aller. Moi, je vais leur montrer que Kaledor II, hein, c'est un vainqueur, et je vais le prouver à tout le monde. Et donc, il va débarquer avec le plus grand host de Kaledor connu de l'époque, donc encore une armée de plus, pour mater les nains une bonne fois pour toutes. À l'arrivée du roi Kaledor II, du roi Phénix, Tor Alessi aura déjà été assiégé 3 fois de plus. Dans les 100 premières années de la guerre, Tor Alessi sera à peu près assiégé 10 fois. Non, pas 10 fois, pardon. 5 fois. 5 fois dans les 100 premières années de la guerre. Donc les nains auront tenté, mais pareil, ils n'arriveront pas à maintenir le siège suffisamment longtemps pour faire ployer la ville. Le premier siège, ils ont failli gagner parce qu'ils ont fait une percée. Les autres, ils n'ont même pas pu faire leurs travaux de sape. Les elfes étaient trop nombreux. La première bataille du roi Phénix, elle est extrêmement importante dans le lore par rapport à cette guerre, parce que c'est la bataille qu'on appelle la bataille d'Angaz-Bragdum. La bataille de Angaz-Bragdum, c'est la bataille où quelqu'un en face, voyant l'ennemi des nains, l'ennemi marqué des nains, le roi Phénix Kaledor II, en face de lui, c'est un nain qui est sorti du rang avant la bataille, et quasiment une fois que Kaledor II a posé pied à terre, il sortira des rangs, c'est ce nain, et défiera en face à face le roi Phénix Kaledor II. Il lui dira: si je vous bats, vous partez. J'ai regardé tout ce qu'il y avait en lore
du point de vue des nains, hein, vraiment du point de vue des nains, qui voient cet acte comme l'un des pires moments de leur histoire, dans la guerre de la Barbe, hein, qui voient ce passage dans l'un des pires moments de leur histoire, dans les 2 livres d'armée des nains et des elfes, dans celui de la guerre de la Barbe V6, le nain ne donne que ça en défi. Il dit « Je te bats, vous partez. Je te tue, vous partez tous. » C'est le deal. Il ne lui propose même pas qu'est-ce que toi tu gagnes si tu gagnes en fait. Si tu me tues. Ce qui, du point de vue de Calédor II, qui, on le rappelle, à ce moment-là, est le roi qui a le plus de puissance militaire de l'histoire, qui est un guerrier absolu, totalement ancré dans la doctrine de combat de Calédor son origine, hein, du pays d'origine, que le gars qui lui propose le défi, alors que c'est le hautain as fuck des Welfs, qui ne peut même pas lui laisser, dans la négociation du duel, une victoire possible, ça va rendre Calédor II complètement fou. Le nain qui est en face, il s'appelle Snorri, et c'est le fils du haut roi. C'est le prince Snorri. C'est le fils lui-même du haut roi. Calédor II, voyant cet affront total face à sa valeur martiale, que son adversaire ne lui propose que de mourir, même pas qu'il soit potentiellement gagnant, va relever le défi, et Snorri va très largement sous-estimer le roi Phénix des Welfs. Snorri slip d'acier, on l'appelle. Ouais, malheureusement, ça n'a pas duré assez longtemps pour lui. Sashimi de nain, exactement Ragnar. En fait, le roi Phénix va exploser Snorri. En fait, le fils du haut roi des nains ne va même pas pouvoir toucher une seule fois le roi Phénix. Le roi Phénix, comme je vous l'ai dit, est un énorme combattant. Sachez que c'est un Calédorien. Il combat d'autres dragons et pour ce défi-là, il descend même de son dragon parce qu'il ne supporte pas l'affront qu'on vient de lui faire. Et il va exploser le nain sans que le nain ne puisse le toucher une seule fois. Mais malheureusement pour les Welfs, et encore plus malheureusement pour les nains, Calédor va vraiment laisser parler sa rage de cet adversaire qui ne l'a pas respecté. Il va lui couper le bras portant la hache, il va le planter de son épée en plein cœur et agiter devant toute l'armée de Snorri qui voit son général et le fils du haut roi mourir en duel. Et il va agiter le bras, couper, tenant la hache de son adversaire face à lui et face à son armée. Du genre, voilà ce que ça fait un nain, regardez, ça n'est même pas capable de me porter un coup, ça ne mérite même pas d'être un ennemi valable et un ennemi de choix pour nos armées. Il va littéralement partir en ultra mégalomanie et il va planter plusieurs fois le cadavre de Snorri qu'il vient de tuer face à l'armée naine. Là, pour les nains, c'est trop. Rancune ultime. Un elfe classique. Non, c'est pas un elfe classique. C'est pas un elfe classique. Vengeance gagne N double. Bref, alors que c'est un défi, alors qu'il y a eu un défi lancé par Snorri, je te tue, vous vous barrez, mais pas de contrepartie, eh bien les nains vont charger Calédor II, prouvant aux yeux de Calédor et de la noblesse de Ultuan, qui était là aussi du côté aux elfes, qu'ils n'ont pas d'honneur, parce qu'ils attaquent aussi un duel alors qu'il y a eu un duel entre deux gars. Ils attaquent le mec du duel alors que le mec il était fou, hein. Calédor II était fou, il était en train de planter un cadavre, il ne respectait même pas son adversaire. Eh bien, les marteliers vont tenter de tuer Calédor II, qui va tout simplement monter sur son dragon et se barrer, et vont emporter le cadavre de leur prince, et ne pourront jamais récupérer son bras, d'ailleurs, qui sera jeté dans un lac par Calédor II en pur dédaignable, avant de terminer la bataille, parce que les nains vont tout de suite se retirer, voyant que les elfes chargent en contrepartie, et qu'ils ont le moral à zéro. Même si la vengeance est demandée. Hein. Ce personnage me fait regretter de jouer elfe parfois. Ah, mais Lord of Fenris, il faut tout avoir pour avoir un choix. Il faut avoir le bon côté et le pire côté. Calédor 2, le pire côté des hauts elfes. Donc la bataille de Angaz Bragdoum, c'est également une défaite naine, une défaite colossale des nains, parce que le prince héritier meurt. Donc là, les nains, à partir de là, ils vont être extrêmement remontés. Ils ne vont
plus faire aucun cadeau. Alors qu'ils massacraient des civils et des forêts qui n'avaient rien demandé là-dedans. Donc, ça va vraiment devenir une guerre de la haine à ce moment-là. Une guerre de la vengeance, littéralement. C'est pas Malekith, le pire côté des Welfs aussi? Moi, je dirais plutôt Morathi, hein, si tu veux aller jusque-là. Il fallait pas le chauffer, Caledor. Ouais, le mec est vénère quand même. Hein, le mec est très vénère. C'est à partir de ce moment que l'épuration ethnique a vraiment commencé. Tout à fait, Ragnar. Là, à partir de là, comme je l'ai dit, les nains ne font plus aucun cadeau. Donc, ah oui, après, je peux pas tout détailler, les gars. Il y a 400 ans à vous raconter. On en est qu'à la centième première année. Je peux pas tout vous raconter. Donc ensuite, on avance encore dans les années, etc. Une autre bataille, c'est également une attaque d'Oelf sur une cité. C'est la cité de Karak Izril. Alors, je n'ai pas de carte qui en parle. Donc, c'est peut-être une mine et pas une citadelle. Mais en tout cas, c'est une bataille non loin d'une cité naine qui s'appelle Karak Izril, pardon. Et la bataille s'appelle la bataille d'Oe-Ragor. Et là, c'est une très grande victoire naine. C'est à partir véritablement de ce moment-là de la guerre, on est dans la moitié de la guerre à peu près, que les nains reprennent le dessus. Véritablement reprennent le dessus par rapport aux elfes. Les elfes, voilà 100 ans qu'ils maîtrisaient le terrain. Ils passent une centaine d'années de plus à rencontrer des adversaires de plus en plus puissants, de plus en plus retranchés, de plus en plus costauds. Donc, Karak Izril, qui est ici, en dessous de Karak Azul, ça doit être la cité la plus au sud. Oui, c'est la cité la plus au sud. Lors de cette bataille, il y aura quelqu'un de très 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 connu chez les nains. Alors, je reprends mes notes. Peut-être Pisapri apporte le vivant au roi. 8 millions de gold, ouais, tu m'étonnes. Donc, Oe-Ragor, sur les contreforts de Karak Izril, vous avez un seigneur, un très grand seigneur, Oelf, qui va combattre. Et ce seigneur, il s'appelle Imladrik. Le seigneur Imladrik, pour vous donner l'échelle d'importance de ce personnage, il commande les hostes de Sapheri et d'ivresse. Donc le mec, sur les 6 armées envoyées, il en commande 2. Et il y a les 2 qui sont là. C'est un frangin d'Imric. Imladrik, je ne sais pas si c'est son frangin. Il est de Sapheri, d'ivresse. C'est peut-être même un commandant calédorien, c'est possible. Et face à lui, sur les contreforts de Karak Izril, il aura quelqu'un qui est très 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 célèbre. C'est le frère de Calédor 2. Ah oui, merci, mais c'est son frère, voilà. C'est quelqu'un de très 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 connu qui chez les nains, qui va être en face. C'est le cousin du haut roi, donc qui veut venger son filleul, on est bien d'accord. Et ce nain, il s'appelle Morgrim. Morgrim et son armée, une seule armée contre 2. Morgrim est déclaré perdant en termes de stats au début, entre guillemets. Sauf que Morgrim veut démontrer que les nains sont les plus tenaces, sont les plus endurants, sont les plus déterminés à gagner cette guerre. Lorsque la bataille va démarrer, pendant des heures entières, les nains ne vont pas bouger. Ils vont rester en mur de bouclier derrière leur fortification en défense, même pas derrière leur fortification, derrière leur palissade de bois qu'ils ont monté pour la bataille, etc. Les nains ne vont pas bouger et essuyer volontairement les tornades de magie et les pluies de traits elfiques pendant un bon moment. Juste pour prouver une chose, que l'orgueil des elfes n'est que brouillard, n'est que vanité, que les nains sont les meilleurs dans tous les domaines. En fait, ils veulent forcer les elfes à attaquer. Imladrik, en bon elfe, eh bien, ne va pas tenir la patience, parce que comme je l'ai dit, les elfes étaient plutôt dominants jusqu'à ce moment-là de l'histoire, et va prouver une nouvelle fois la puissance des elfes sur le champ de bataille. Et les elfes vont charger à travers les nains. Ils vont totalement se faire surprendre par la détermination et les palissades, enfin les pièges montés, etc. par les nains. C'est littéralement une tactique d'assaut brisé et de contre-assaut qui vont faire d'énormes pertes chez les elfes au corps à corps. Les elfes vont perdre plus de 5000 d'entre eux en quelques minutes lorsque la bataille va changer totalement de position. Imladrik, au devant de son armée, va être atomisé par Morgrim.
Morgrim, pardon. Morgrim va le tuer, littéralement, sans état d'âme, sans même le moindre duel, en quelques secondes, abattant son adversaire. Il a la hache runique de Snorri. Tout à fait, il a la hache, justement, du fils du haut roi. Je ne peux pas donner tous les détails, les gars. J'essaie simplement de vous présenter encore une fois. Calmez-vous, les grands amateurs. Sinon, j'en aurai pour un mois entier à vous parler de ça. Et je pense que ça va faire chier au bout d'un moment. J'essaie de faire coller ça en une soirée. Donc, la bataille d'Oeragor, l'Ost de Sapheri et l'Ost d'Ivresse sont battus. Ils sont obligés de reculer pour ceux qui arrivent à s'enfuir. Et Imladric, frangin d'Imric, oui, pas d'Imric, frangin de Calédor, je crois. Ou enfin bref, oui, si, frangin de Calédor 2, eh bien, sont tués ou vaincus. Grâce à Morgrim et à sa victoire, les Ostes du Sud, en fait, sont battus. Les Ostes elfiques du Sud sont battus. Les nains, donc, redisposent de Barakvar, redisposent des liens entre Karak Azul, Karakowipi, Karazakarak et Barakvar. Et là, ils perdent 2 Ostes, les elfes. Donc là, c'est compliqué. Là, ça devient très compliqué. Les nains, en fait, reprennent la supériorité numérique à ce moment-là. Grâce à ça, les nains vont pouvoir avoir énormément de renforts envoyés du Sud au niveau du Vieux Monde et vont, à une autre bataille, faire quelque chose d'assez incroyable, mais aussi d'assez horrible. On va pas se mentir. On va parler maintenant de 2 autres personnages. Un personnage elfique, bien sûr, et un personnage nain. Et ces deux-là s'appellent Salendor et Brock. Je vais vous parler de la bataille de Atel Maraya. Alors, est-ce que tu me l'as sur ta jolie carte, mon cher Grumpy? Ou tu n'as que les citadelles naines? Ah non, elle est là. Voilà, Atel Maraya. Elle est là. Vous l'avez compris, Atel Maraya, qui est ici, c'est une cité en plein milieu des bois. Vous reconnaissez son emplacement. C'est Talabeim. Et ces 2 personnages que je vais vous parler, Salendor et Brock, sont, si je pourrais vous donner une espèce de comparatif avec le monde contemporain de Karl Franz, Salendor est à peu près l'équivalent de Coril. Et Brock est à peu près l'équivalent de Ungrim. Pas Ungrim, de Belegar. Je pourrais vous donner à peu près cette idée. En gros, comment ça fonctionne? Salendor, c'est un Welf extrêmement intelligent. Très intelligent. Il est un maître tacticien. De son côté, Brock, surnommé Brock Ungdrin, Ungdrin, ce qui veut dire le seigneur des tunnels et le meilleur chef mineur qui n'ait jamais existé des armées naines. Sa légende, et on en parle encore dans les mondes contemporains des nains. Brock Ungdrin, alors Ungdrin, excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Brock va gagner sa renommée en prenant plus d'une fois les Ostes elfiques par surprise, faisant s'effondrer même le sol sous les armées elfiques pour déstabiliser les lignes et surprendre l'adversaire par derrière. Ça va être le meilleur maître mineur de l'histoire des nains. Brock de Karak Azul, exactement. Et ce nain va, lors de cette contre-attaque et de cette reprise de territoire, je vous rappelle bien du terrain des nains, donc on est dans le 3e siècle de guerre, Brock va surprendre les elfes et va trouver à un moment dans son histoire son adversaire absolu, son rival total qui est Salendor. Salendor, c'est un haut elfe, je sais plus d'où il est, je crois qu'il est de Shras, je crois que c'est un chasseur, c'est un mec de Shras, je crois, je sais plus exactement, j'ai pas tout noté, excusez-moi. Et en fait, Salendor, il a tellement de génie tactique qu'il comprend les techniques de Brock, et Brock a toujours de nouvelles idées pour essayer de surprendre Salendor. Par exemple, il y a des batailles où on raconte que Salendor envoie en direction des lignes des nains ses cavaliers illyriens à
triple ou quadruple galop au plus rapidement possible sur le territoire en direction des nains pour en fait faire s'écrouler les potentiels pièges sans que ces cavaliers tombent dedans et que dans les pièges écroulés, d'où les mineurs sont censés prendre les lignes à revers, où les elfes s'engouffrent sous terre pour essayer de tuer les gars. Au fait, j'ai pas vu Quentin sur le chat. C'est normal, il fait un JDR avec ma propre femme à côté. Rendez-vous compte. Chut, il peut t'entendre, Grumpy. Il peut vous entendre. Bref, Salendor et Brock vont pendant des dizaines d'années se mettre une rivalité en fait entre eux et faire des batailles gigantesques jusqu'à la bataille d'Atel Maraya. Atel Maraya, c'est l'une des plus belles cités elfiques, coincée dans un immense cratère naturel dans la fameuse grande forêt au centre du Vieux Monde, dont vous reconnaissez la description de ce qui deviendra Talabeim plus tard. Et les nains vont encercler Atel Maraya avec 5 trongs nains. Les mêmes puissances qu'au tout début de la guerre pour le premier siège de Tor Alessi. Sauf qu'à ce moment-là, à l'intérieur de Atel Maraya, il y a Salendor. Salendor qui attire en fait à lui les armées naines pour que, pour une bonne fois pour toutes, les Hauts-Elfes prennent à revers les nains. Malheureusement, le génie de Brock va, sur ordre de pièges, de diversions, etc., va ralentir complètement les renforts elfiques et Salendor va, dans l'espoir d'un support, pas par dépit, mais va tout simplement être piégé à l'intérieur de la ville avec plusieurs dizaines de milliers de civils. En gros, Salendor est venu à Atel Maraya parce qu'il voyait les armées fondre sur la cité étant encaissée dans un cratère. Il vient essayer de sauver les civils. C'est un petit peu ce qui est décrit dans le personnage. C'est vraiment plutôt un adversaire intelligent, mais pas un adversaire taré, pas comme Kaledor 2 qui pète un câble et qui profane les cadavres. C'est un adversaire qui a un peu de noblesse. Et en fait, Brock, avec les 5 autres troncs nains, vont en fait encercler la ville. La bataille va durer des jours et des jours, sauf que là, ce n'est pas Tor Alessi, ce n'est pas la capitale des nains, des hauts-elfes du Vieux Monde. Atel Maraya ne va pas tenir. Atel Maraya même sera percée, brûlée, massacrée et détruite. Sur la population d'Atel Maraya, la population hauts-elfes, il n'y aura qu'à peine 5% de survivants. À peine. Les nains ne vont... Enfin, c'est même la retraite couverte par Salendor qui va empêcher les nains de intégralement massacrer toute la ville. Le seul souci, c'est que la ville brûle. La ville est dans un immense cratère. Donc les nains, une fois ayant déclenché énormément d'incendies, commencent à comprendre qu'ils vont eux-mêmes se piéger dans leur propre piège. 5% de survivants de trop. Non, parce qu'ils viendront des elfes sylvains, ces gars-là. Je vais vous expliquer après. Et les ostes de Karakoipi, de Karak-Kadrin, de Karak-Varn et de Karazak-Karak, ils ont, durant la bataille déjà, perdu tout un ost par le génie tactique de Salendor. Le tronc de Karak-Varn sera détruit. Le tronc de Karak-Varn sera détruit lors déjà de l'assaut. Ensuite, l'ost envoyé par Karak-Azul va rester avec Brock tant que Salendor n'est pas détruit. Par contre, les ostes de Karakoipik, Karazak-Karak et de Karak-Kadrin vont reculer car les renforts elfiques vont arriver et ils sont à 3 contre 3. Ils vont pouvoir aller se battre entre eux et essayer de s'annihiler entre eux. Ou pas. Ou d'écraser l'adversaire. Seule restera l'armée de Salendor qui continue de défendre des ruines et de couvrir la retraite du peu de peuple d'Atel Maraya qui peut survivre, tandis que Brock Undgrin et le tronc de Karak-Azul va tenter de massacrer les elfes. Et la seule chose, c'est que Salendor ne lâchera jamais rien, comme Brock. Lorsque la cité va intégralement brûler, les survivants de Karak-Azul, du tronc de Karak-Azul, qui ne sont plus qu'une centaine, quelques milliers, vont ressortir de la ville sans Brock, car ils n'auront jamais réussi à faire quitter Brock du grand défi qu'ils avaient entre Salendor et lui. Salendor et Brock vont se battre à l'intérieur même de la cité en flammes et vont y mourir sans qu'un gagnant n'ait été décerné, sans qu'aucun témoin ne puisse savoir ce qu'il est arrivé de Salendor ou de Brock.
Tout simplement, ces deux-là vont t'entretuer dans la cité en feu jusqu'à la fin. Tellement épique ce duel. Ouais, le duel est épique hein, entre Salendor et Brock. Donc, l'assaut d'Atel Maraya à 5 contre 1 aura coûté quand même la vie à deux immenses armées naines, hein, celle de Varn et celle de Karakazul, ou presque. Donc c'est ultra vénère en termes de pertes du côté des nains, mais c'est une immense victoire des nains, parce que grâce à la chute d'Atel Maraya, et surtout massacre total de Atel Maraya, le centre du Vieux Monde, le centre donc, de ce qui deviendra l'Empire, revient aux nains. Une très grande cité elfique est perdue à ce moment-là. Un duel digne d'un film épique. C'est vrai que le duel, dans le descriptif, il est énorme, hein, le duel. Hein. Il est vraiment très, 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 très sympa. Il me reste 2 choses à vous décrire avant d'avoir terminé ça. Match nul, balle au centre. C'est pas vraiment un match nul. Hein. Les nains sont quand même gagnants sur Atel Maraya de très très loin. Il me reste un peu le final de la guerre à vous décrire, parce qu'au final, je suis allé un peu plus vite que ce que je pensais, mais je trouve que ça va bien, ça vous résume un peu plus. Et je mettrai tous les liens de ce que j'ai eu. Le lien du... De toute façon, je crois que le lien du chapitre V6 est dans le Discord. Et je vous mettrai aussi les liens du livre des rancunes, si vous voulez le lire plus en détail. Le but, c'est de vous présenter, hein, bien sûr. Après, bien sûr, je répondrai à vos questions, si vous en avez. La dernière chose que je vais vous parler, c'est la 346e année de la guerre. On est vers la fin de la guerre, on est même à la dernière grande bataille de la guerre. 346 ans après la déclaration de guerre officielle des nains par le premier siège de Tor Alessi, nous sommes au 14e siège de Tor Alessi. 14e siège. Pendant 13 batailles, les nains n'ont jamais pu prendre la ville. Le seul problème, c'est que là, les elfes, depuis la mort d'Imladric, donc depuis Morgrim, sont repassés de ce côté-là à la défensive. Et on le sait, les nains sont meilleurs à la défense que les elfes. Et tout simplement, en fait, Tor Alessi est presque leur dernier rempart. C'est presque le dernier endroit où ils peuvent débarquer. Il leur reste aussi Marienbourg, qui sert vraiment plutôt là à partir avec les blessés. Tor Alessi est une place forte. C'est la capitale du vieux monde des elfes. C'est The Last Stand, exactement, Pépé Yarick. Et c'est surtout là que se trouve Calédor II. Calédor II est à l'intérieur de cette cité. Et le haut roi des nains en personne, voulant venger la mort de son fils, survenu des années plus tôt, et surtout accompagné de Morgrim, de tous les grands héros nains qui sont encore là, vont assiéger pour la 14e fois Tor Alessi. Pour vous donner une idée des effectifs, il y a presque 60 000 hauts elfes recensés, tous ultra entraînés. Il n'y a plus de civils hein, à Tor Alessi, contre à peu près 120 000 nains. Ils sont 2 fois plus nombreux, les nains, à peu près. Il y a 3 enclumes du destin à cette bataille. Voilà. En termes de puissance, c'est colossal. En fait, il n'y a plus de réserve chez les nains. Tous les nains sont au 14e siège. C'est colossal. La bataille va durer des jours et des jours entiers. Hein. Les elfes vont faire des sorties pour tenter de briser le siège, tenter de briser les équipes de sape, tenter de briser l'artillerie, etc. Les nains vont à nouveau se trouver devant des problèmes. La puissance magique, malgré le fait qu'il y ait 3 enclumes du destin, hein, les elfes vont disposer de puissance de dragon incroyable. Ils vont avoir des milliers d'archers et des hommes qui prennent par surprise à l'arrière des lignes les nains, des tactiques de guérilla à l'intérieur des rues qui vont même surprendre les barbus. Les elfes vont faire une demi-douzaine de sorties pendant que, avec leur grande cavalerie et leur cavalerie dragon surtout. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, les dragons sont extrêmement réveillés, encore une fois. Les elfes sont vraiment là, au plein potentiel de leur puissance. Les elfes vont combattre bec et ongle contre les nains, à coups de couteau dans le dos, à coups d'embuscade dans les rues, parce que bien entendu, les percées vont être réalisées par les nains.
La cavalerie elfique va se montrer d'une extrême capacité pour contourner les lignes, mais va se faire balayer par les tirs d'arbalète. Les travaux de sable vont surprendre la cavalerie pour éviter qu'elle ait de la mobilité. Et à l'intérieur de la ville, une fois que la ville va tomber, enfin que la ville va être percée, ça va être de plus en plus dur pour les hauts elfes, jusqu'au moment où Gotrek, le haut roi, Gotrek qui se fait surnommer à partir de maintenant, depuis déjà pas mal d'années, Brise-Étoile, le tueur d'étoiles, le tueur d'elfes, va se trouver face à Calédor II, survolé par des dizaines de dragons. Alors attention, c'est pas Gotrek qui avance, c'est le roi qui reconnaît le duel. C'est juste que Calédor II aura participé à chacune des sorties que feront les elfes de Tor Alessi. C'est pour ça que le siège, malgré l'écrasante supériorité numérique des nains, ne suffira pas en fait à percer les défenses. Parce qu'à chaque sortie, Calédor II et sa myriade de dragons sont là. Et j'ai bien dit sa flotte de dragons. Hein. Le mec, il sort, il a 30 dragons avec lui. C'est une armée colossale, hein, Calédor. Hein. C'est vraiment des dizaines et des dizaines de dragons dans le ciel. Pour vous donner une idée, les princes dragons de cette époque, la cavalerie, non, c'est tous des mecs sur dragons. Hein. Il n'y a pas de cavalerie prince dragon à cette époque. C'est vraiment des mecs sur dragon. Des escouades. Terrifiant. C'est horrible. Bref, à la 6e sortie, je crois, j'ai noté, le dragon du roi Phénix, son dragon personnel, va se prendre un tir de baliste dans l'aile gauche et va s'effondrer face au tronc nain. Et lorsque Calédor va se redresser, voyant son ami, le dragon, je ne sais plus comment il l'appelle, en train d'agoniser, va sortir des rangs face à lui, Gotrek, Brise-Étoile, le haut roi des nains. Et ils vont se lancer un défi. Un défi colossal, alors que le siège continue, il ne s'arrête pas, que le siège et le massacre de nains et de hauts elfes va continuer. C'est qui avait posté cette armée sublime de Calédor sur Discord, Grumpy? C'est Ludo, mais ne t'inquiète pas, tu la verras bientôt en rapport de bataille. Oh. La tour détruite au premier siège a été reconstruite. Oui, hein, ça a été reconstruit. Et la ville a été fortifiée pendant les 400 ans. Oh, oui, Tor Alessi, c'était une place forte. Hein, c'était vraiment une énorme place forte. Alors qu'en vrai, il faisait un Shifumi, c'est ça, Guruknak. On pourrait dire ça. Le duel va durer des heures. Des heures entières. Le génie tactique et breteur de Calédor II va rencontrer les immenses runes de protection et d'attaque du haut roi. Il ne pourra pas l'abattre aussi vite que son fils, voire pas l'abattre du tout. Tandis que Gotrek, de son côté, fait jouer la patience de son peuple au-delà de tout pour encaisser les coups du mieux qu'il le peut grâce à ses runes, malgré le fait que ces runes chauffent à blanc avec les armes enchantées que possède le haut elfe en face. Mais au bout de plusieurs heures de combat, l'endurance du roi nain sera très largement supérieure et va très largement l'aider à fatiguer son adversaire jusqu'au moment où Calédor II sera éreinté de son combat, va faire une erreur et Gotrek, Brise-Étoile, en un seul orion, va décapiter le roi Phénix. Il le décapitera sans aucune négociation. En même temps, au bout de 400 ans de guerre, tu m'étonnes qu'il n'y a plus de négociation. Et va dresser du haut de sa tête et du haut de toute son tronc, de tous ses troncs, va dresser la tête du roi Phénix, de Ultuan, et va également dresser donc avec ça la couronne du roi Phénix, symbole littéral du pouvoir d'Ultuan. Et à partir de là, les nains vont déclarer qu'ils ont obtenu justice, qu'ils ont obtenu vengeance. Ils vont raser Tor Alessi, ils vont détruire Tor Alessi, mais laisser les elfes à partir de là. Ils vont se retirer, ils vont gagner la bataille, tuer le roi Phénix et repartir en direction de Karazakarak. Nous sommes en 346 après le début de la guerre. Et les tensions entre les nains et les elfes vont encore durer pendant 4 ans. Plus à cause des elfes qu'à cause des nains, véritablement. Les nains, attention, je précise bien, c'est bien précisé dans le livre, que sur le chemin du retour,
en direction de Karazakarak, les nains vont continuer à attaquer les colons elfiques et les forêts sur le passage, juste pour bien prouver qu'ils sont les meilleurs. Mais c'est surtout qu'ils embarquent la couronne du roi Phénix avec eux. Et pendant les 4 années qui suivent, il n'y aura pas de roi Phénix en Ultuan pour prendre la place de Kaledor II parce qu'il y a tellement eu de pertes dans la noblesse elfique à ce moment-là qu'il y a quasiment plus de prétendants. 350 ans après le début de la guerre, donc 4 ans après la mort de Kaledor II, un nouveau roi Phénix est enfin élu, et ce roi, il s'appelle Caradriel, et il est l'exact opposé de Kaledor II. C'est un ultra diplomate, très peu combattant, et il va, en premier lieu, demander à ce que tous les derniers hostes elfiques qui restaient dans le Vieux-Monde, parce que c'est pas parce que le roi Phénix est mort que tous les autres elfes sont morts, il restait encore plusieurs armées elfiques dans le Vieux-Monde, il va commander à ces armées elfiques de stopper la guerre. Parce que ces armées elfes, elles ne sont jamais reparties depuis la mort de Kaledor II. Ça fait 4 ans qu'elles essayent une chose, de préparer le dernier siège de Karazakarak pour récupérer la couronne. Ce qui aurait été un massacre. Hein. Là, c'est des hostes ultra affaiblis, ultra fatigués, commandés par des péteux. Ils n'avaient aucune chance, littéralement. Et en fait, Caradriel, en faisant l'appel de ces hostes, ne va pas appeler que les hostes. N'était pas un conseiller d'Imladric ou un ambassadeur. Je crois que c'était un conseiller, hein, tout à fait, Grumpy. Et tout simplement, en fait, Caradriel va dire aux elfes militaires des hostes, mais aussi à tous les colons qui en ont pris dans la gueule non-stop pendant les 400 ans de la guerre, pendant les 350 ans de la guerre, il va leur dire: nous ne sommes plus assez forts pour vous protéger dans le vieux monde. Donc, abandonnez tout et revenez sur Ultuan. Votre roi Phénix l'exige. J'ai refait forger une couronne. Je préfère reforger une couronne que perdre le peuple entier. Et revenez vite, car un danger menace. Malekith nous envahit. Bien entendu, ces 350 années de guerre entre les deux plus puissantes factions de l'histoire de Warhammer de cette époque a servi une personne, et une seule, enfin deux, c'est Morathi et Malekith, qui ont, pendant ces 400 ans, repeuplé leurs membres, leurs armées, réentraîné leurs armées, développé leur pouvoir, complètement reforgé leur alliance, enfin reforgé leur âme de combattants et de guerriers, de tueurs, et sont maintenant bien plus nombreux que les hauts elfes, et vont attaquer Ultuan. Les nains, voyant les elfes quitter le vieux monde, vont tout simplement comprendre qu'ils ont gagné la guerre et officialiser leur victoire et leur pouvoir sur le vieux monde. Sauf que les elfes ne vont pas tous partir. Certains vont rester. Et ces elfes sont extrêmement concentrés en fait au niveau de ceux qui n'ont plus rien. Tous ces elfes qui vont rester sont ceux qui n'ont vraiment plus rien. Ils n'ont plus de cité. Beaucoup sont originaires des cités mineures, des cités qui collaboraient avec les nains, qui étaient littéralement des alliés des nains depuis des siècles et des siècles, qui ont combattu parce qu'on les attaquait. Et ces elfes vont tout simplement abandonner leur cité, parce qu'ils n'ont plus rien. Toutes les cités elfiques sont rasées, ou détruites en tout cas, ou dans un état lamentable, et vont se cacher à l'intérieur des forêts. Déjà parce qu'ils ne veulent plus rejoindre Kaledor, le roi Phénix. Ils le prennent pour quelqu'un qui les a abandonnés, le trône Phénix. C'est une représentation de pouvoir de quelqu'un qui les a utilisés pour faire bouclier pendant que les armées se reforgeaient. Tout simplement, ils font sécession et ils vont rejoindre Athel Lorraine, la forêt la plus dense, celle qui a résisté à tous les assauts nains, car elle a un pouvoir qui les attire, et vont terminer tout simplement la naissance des elfes sylvains. Les nains ont créé les elfes sylvains? Non, Nero. Tu as encore le stream de la semaine dernière, si tu veux, sur Twitch, pour t'expliquer. C'est la première reine éternelle qui aurait vraiment créé la naissance de la germe elfe sylvaine, de l'envie elfe sylvaine. Les nains sont également
ultra affaiblis. Ils ont perdu des trongs entiers à ce moment-là de leur histoire. Karak-Varn, Karak-Ungol, énormément en fait de Karak ne disposent plus d'assez de puissance pour se défendre correctement. Attention, les nains restent un peuple fort, mais les nains sont extrêmement aussi affaiblis de cette guerre. Les hauts elfes vont repartir pendant des centaines d'années de combats contre les elfes noirs, et à partir de cette guerre en fait, les hauts elfes ne seront plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils seront en pleine chute démographique et seront en constante défense. Les nains, on est à peu près aux années moins 1600, ne vont avoir qu'à peine 100 ans pour se remettre de tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la guerre, la seconde attaque de Malekith contre Caradriel va durer une centaine d'années. À peu près. Et il va atteindre le Grand Vortex, mais va être repoussé par... bref, il ne va pas réussir son entreprise et va déclencher d'énormes tremblements de terre. Et 100 ans après leur victoire contre les hauts elfes, les nains vont connaître d'énormes catastrophes. L'arrivée des Skaven, enfin en tout cas la grande machine de Scarogne qui explose, la toile géomantique des hommes lézards qui est utilisée à ce moment-là pour remodeler les continents et qui échoue à cause de l'explosion de Scarogne, l'attaque de Malekith sur le Grand Vortex et ces tremblements de terre vont ouvrir les montagnes du bord du monde à certains endroits et de là vont débarquer des millions de peaux vertes. Et les nains, surpris par le nouveau nombre de leurs ennemis, ne vont pas tenir face à la déferlante peau verte qui va tomber sur eux. Et à partir de là, en fait, les nains ne vont connaître que 500 ans de défaite. Les guerres gobelines vont être une catastrophe pour les nains. Donc, je vais vous mettre une image, parce que celle-là, je la trouve absolument magnifique. Et donc voilà un petit peu un très rapide résumé d'à peu près 2 heures de la guerre de la Barbe. Si vous avez des questions, dites-le moi. Je vous écoute. J'essaierai d'y répondre. Du coup, les nains n'ont jamais fait la paix avec les pointus, c'est ça? Alors, Phobos, en fait, véritablement, les nains, pour eux, ont gagné la guerre. La preuve, c'est qu'à Karazakarak, au temps contemporain de Thorgrim, il y a encore la couronne de la couronne du roi Phénix. Mais ils n'ont pas jamais fait la paix, mais ils n'ont plus jamais fait confiance aux elfes. En fait, tu veux parler d'un truc de déshonneur par rapport aux nains, tu parles pas des tueurs, tu parles des elfes. Pour les nains, les elfes, ce sont les traîtres. Et ça restera toujours les traîtres. La seule chose, c'est que grâce au dernier roi Phénix, qui est Finubar, le voyageur, les pourparlers, attention, par le biais de Karl Franz, vont légèrement reprendre avec les nains et un léger échange commercial va renaître. Tu conseilles quel livre ou ressources sur le sujet? Alors, Demos, déjà, je vous mettrai en lien sur le Discord. Vous regarderez s'il n'est pas déjà sur le Discord, je demanderai au modo. Il y a le livre des rancunes. S'il ne l'est pas, on essaiera de le trouver. Le livre des rancunes des nains, qui a été publié par Game Workshop. Vous avez également la campagne La guerre de la barbe, de la vengeance, qui a été publiée par Game Workshop en V6. Donc, attention, qui remonte un petit peu, hein, je ne vais pas vous mentir. Qui là vous détaille plutôt les batailles et un petit peu ce qui se passe en termes de contexte. C'est un petit peu ce que je vous ai fait là en termes de contexte. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ça aussi, je le mettrai sur le Discord. Là, c'est ça. Donc, je vous le montre. Clac. Donc, c'est ça. Vous avez 17 pages pour vous décrire et pour pouvoir, si vous voulez la jouer. Attention, ce sont des règles V6, donc il faut les adapter pour la V8, hein, si jamais vous jouez à notre version. C'est avec ça, hein, vous reconnaissez les iconos. Vous avez les batailles, vous avez les listes d'armées, vous avez les unités, et vous avez les vieilles unités, les vieilles figurines et certains héros légendaires que je vous ai précisés. Hein. Brock, Salendor, vous en avez certains que je n'ai pas parlé aussi. Vous avez Morgrim, je crois, hein, qui est détaillé. Vous avez les armées possibles et potentielles que vous pouvez avoir quand vous jouez à ces batailles. Vous avez les armes et les runes majeures aussi, hein, les trucs qui existaient à cette époque qui n'existent plus aujourd'hui, hein, bien sûr. Quand les nains massacrent les elfes innocents, tous les seigneurs Tan sont OK avec ça. Pas tous Nehru, mais très rapidement, en fait, ils jouent le jeu. Parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, c'est la guerre.
Mais les nains ne reconnaissent absolument pas qu'ils ont fait une erreur en massacrant le peuple elfique. Donc voilà, vous avez quelques vieilles figurines, les coups, etc. Sur ce truc-là, qui est très 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 intéressant. Hein, je vous le conseillerais. De toute façon, je le mettrai sur le Discord. S'il n'y avait pas eu cette guerre, les nains auraient tenu le coup face aux invasions Pauvertes Skaven. Bah déjà, en fait, Fenris, s'il n'y avait pas eu la guerre naine-elfe, ils auraient pu s'entraider. Sachant que l'un des pires ennemis qu'ont jamais rencontré les Skaven, ce sont les elfes. Toutes les cités humaines toutes les cités qui deviendront humaines, toutes les cités qui ont été rasées pendant la guerre, toutes les cités qui avaient des colons elfiques à l'intérieur, qui étaient des centaines de milliers, hein, je le précise bien, qui ont été massacrés quasiment tous. Merci Wickley, merci beaucoup pour le follow. Eh bien, auraient pu aider les nains contre les Pauvertes, au lieu que les barbares humains se fassent massacrer, etc. Les elfes auraient pu aider, et même auraient défendu leur propre terre contre les Pauvertes, qui déferlaient par centaines de milliers, par millions. Est-ce qu'ils auraient mieux tenu? Je ne pense pas. Parce que c'est une écrasante majorité. Par contre, en tout cas, la carte aurait été totalement différente. Les nains auraient peut-être moins perdu de citadelle, c'est sûr. Mais les elfes auraient été massacrés. Hein. Faut pas rêver. Les elfes du vieux monde n'auraient pas pu survivre. Ou alors les nains auraient fait le choix, est-ce qu'on les aide, est-ce qu'on les aide pas, etc. Mais il y aurait eu un beau combo. Ouais. Ils doivent 93, 94 et 95 respectivement pour la guerre de la barbe. Ça ne rajeunit pas. Tout à fait Intech. Je voulais pas dire ça pour éviter que les vieux aient mal au dos. Tout ça pour un nain qui a découvert le barbier. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Quand t'as une barbe, t'y tiens quand même. Kaledor et Gotrek sont à blâmer. Oh oui, complètement. Hein. Tandis que Morgrim et Imladrik avaient beaucoup de respect l'un envers l'autre. Tout à fait. Véritablement, les deux déclencheurs de la guerre, c'est Kaledor 2. C'est sûr et certain que Kaledor 2 est un déclencheur de la guerre, littéralement. C'est aussi quand même les nains. Les nains sont fautifs, hein, il faut l'avouer. Les nains sont fautifs. Ils ont massacré des gens qui n'avaient pas à massacrer, littéralement. Pour une barbe tondue, massacrer des dizaines de milliers de personnes, c'est quand même un peu bourrin, quand même. Il n'y a pas à dire. Mais celui qui est vraiment le plus à blâmer de tout ça, c'est Malekith. Voilà, même que tu l'as dit, voilà, c'est Malekith, littéralement. C'est lui qui a littéralement utilisé le peuple de son meilleur ami, hein, tout le peuple de son meilleur ami, pour massacrer ses ennemis. Je fais l'ennemi d'attaque d'Argad avec mon avantage. Mensonge, nous dit Kae. Non. Est-ce que tu penses que le bilan de la guerre a eu plus de résultats qu'escompté par Malekith? Pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, plus de résultats, tu veux dire plus de résultats genre, oh putain, ça a encore mieux marché que ce que je pensais? Ben, pas vraiment, en fait. Parce que Kratos, la première réflexion que se fait Malekith quand il attaque Ultuan contre Caradriel, donc celui qui a rappelé les hostes elfiques de la guerre de la barbe, c'est que les elfes qui combattent, les elfes noirs qui combattent ces hauts elfes-là, ils sont ultra surpris de voir à quel point ils sont encore meilleurs que les elfes noirs. Ils disent putain, mais c'est quoi ces mecs? C'est pas les techniques de combat qu'on utilisait contre les démons, c'est pas les techniques de combat qu'on utilisait pendant la déchirure. What the fuck les mecs? En fait, les survivants de la guerre de la barbe étaient des elfes ultra entraînés. Encore meilleurs même que ceux qui avaient survécu à la guerre des démons et la guerre contre les nains. C'était des vétérans en face. Ah ouais, c'était des ultra vétérans. Donc, est-ce que il a eu plus de résultats qu'escompté? Ouais, mais pas trop dans le bon sens. Ils ont pris l'XP, voilà, c'est ça. Du coup, la guerre de la barbe, la guerre la plus meurtrière de l'histoire de Battle. Oh non, Phobos. Oh non. Non, de très loin, c'est pas la plus meurtrière de toutes. La plus meurtrière de toutes, c'est l'incursion du chaos. C'est la première incursion du chaos. La grande guerre du chaos. Non, la première incursion du chaos. Ils n'avaient pas tenté une nouvelle invasion qui avait fait. Si, c'est ça, Kratos. Justement, c'est ça. C'est pour ça. Il avait. Mon plan est parfait. 350 ans que j'attends. Et boum, il s'est fait péter. Du coup, bonne soirée, Jession. Merci à toi. Bon courage à toi demain matin. La plus meurtrière, c'est End of Time. Chut. Non. Après, si vous voulez aussi, en nombre de kills qui ne sont même pas comptabilisés, la guerre de Sotek aussi, elle est plutôt vénère. La guerre des Skaven contre les hommes lézards aussi, elle est ultra vénère parce que les Skaven comptent pas leurs kills, donc comptent pas leurs morts à eux. Donc
Comme quoi toujours faire les choses par soi-même, c'est vrai. Vétéran level 9 doré. Ouais, level 10 même. Après, voilà, les guerres les plus meurtrières, t'as aussi la grande guerre du chaos, c'est vrai. T'as les guerres gobelines. Les guerres gobelines, elles sont ultra meurtrières pour les nains. Le nombre d'attaques de Malékites sur Ultuan sont très vénères aussi. La croisade de Gilles. Hein, Gilles le Breton, l'unification de la Bretonie, qui a dû faire pas mal de kill count dans les peaux vertes. Les guerres vampiriques, oui, c'est vrai. Oui, parce que les kills, ils comptent 2 ou 3 fois, Nero, c'est vrai. Bataille de la plaine de Filuval à la plaine de Filuval, c'est la dernière grande bataille. Est-ce que tu avais fait un rapport de la bataille guerre de la barbe, genre grande échelle? Non, Grumpy, parce que c'est extrêmement dur d'équilibrer. Parce qu'en fait, les Elfs, ils ont accès à une nouvelle unité sans vraiment en perdre. Si tu veux être vraiment très très lore, il n'y a pas les maîtres des épées de West, je crois, encore à cette époque, chez les elfes. C'est Belcoradris qui les crée, je crois, qui crée la tour blanche de Hoët. Donc c'est bien plus tard. Ouais, les guerres de Nekara aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Malus. Pas de grosses machines de guerre pour les canons 1-1, les gyros côté nain. Non, on est rouge, je l'ai bien dit au début du stream. Les dragons étaient encore réveillés, tout à fait, Kratos. Par contre, les elfes, ils ont des escouades de dragons. Est-ce qu'on connaît la toute première rancune des nains? Oui, Croix-Rouge. C'est l'éclaireur... Ah, mais première rancune totale des nains ou la première rancune de la guerre? C'est de la guerre, je l'ai dit au début du stream. Si c'est des nains, non, je l'ai pas. Je sais pas, je la connais pas. The first one. Je ne l'ai pas. C'est les poils. Les poils. C'était quel roi sur le trône à cette époque? À l'époque de la guerre de la barbe, c'est Gotrek, Brise-Étoile. GG pour la soirée. Bah, merci beaucoup. J'espère vous en avoir un peu appris sur la guerre de la barbe. Et le roi Phénix? Ah, le roi elfe sur le trône à cette époque. À l'époque de la guerre, c'est Calédor 2. Parce que Calédor 1 était un bon roi, lui. Pas Calédor 2. Pas Calédor 2. Ouais, et ben écoutez, j'espère que cette soirée vous a plu. J'ai réussi à la faire en une soirée. Et quand même, il faudrait un top des pires rois de Warhammer. Ah, il y en a pas mal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cause de repas du soir, ben, pas de souci, Artaros, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Reposez-vous bien. À mercredi soir, sûrement, si je suis motivé. Bonne soirée, bonne nuit. Reposez-vous bien. Bonne semaine. Ciao.